Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 596 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, la suite de nos bilans en 2026 avec cette fois-ci les Portland Trail Blazers en compagnie de Jérémy de QI Basket pour passer en revue la saison 2026 de Portland. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan 2026 des Portland Trail Blazers. Et pour cela, pour parler des Blazers et de leur coach qui s'était pris dans une affaire de poker avec la mafia, on reçoit quelqu'un qui a revu toute la série des Sopranos pour parler des Blazers aujourd'hui. C'est Jérémy. Comment ça, Jérémy ? Ça va. Et figure-toi que j'ai commencé les Sopranos. Ah, cool. Je suis à l'épisode 2 de la saison 1, donc j'ai pas grand-chose à dire, mais je m'y suis mis. Ouais. Très grande série, très grande série, ma préférée all time. Non, alors j'avais une autre introduction, je te la fais quand même pour toi, Jérémy. Vas-y. J'ai dit pour parler des Blazers, quelqu'un qui espérait que eux se fassent upset au premier tour des playoffs pour les affronter, mais finalement c'est son équipe qui se fait upset. C'est puisque Jérémy fan des Denver, on va pas en parler en détail aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir un Denver Portland au deuxième tour. Ouais, ça aurait été bien, hein. Ça aurait été bien. C'est fou comme le scénario rêvé, il s'est complètement inversé, quoi. Donc ouais. Ouais. Mais bon, tu pouvais pas faire cette intro là, tu m'avais déjà mis une cartouche en off, donc. Bref, donc Jérémy de QI Basket, bien sûr que je ne présente plus le grand chef de cette secte de Nikola Jokic qui est devenu QI Basket. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais un peu quand même. Bon, comment ça va, Jérémy, à part ça ? Bah écoute, c'est bon, on a digéré, ça a pris du temps, on a digéré cette élimination au premier tour. Et à part ça, bah écoute, ça va, on fait un été plutôt productif, donc c'est plutôt cool. Il y a quoi alors sur QI Basket à retrouver ? C'est podcast et site internet, les deux. Ouais, comme d'hab. Déjà, on a un rythme d'articles pour cet été, donc c'est plutôt bien parce que c'est la partie, on va dire, la plus inégale dans notre production. Donc on a quelques nouveaux arrivants qui nous font des articles. On en a peut-être une dizaine qui sont sortis depuis le début de l'été. Et puis podcast, on continue de sortir au moins un par semaine pendant l'été. Donc on n'a pas ton rythme de un par jour. Infernal, mais voilà, on essaye de garder quand même un petit rythme et de faire une série de l'été plus d'autres contenus autour. Et il y en a là 2-3 qui vont sortir bientôt. Tu veux dire qu'il y a désormais des articles qui sont écrits par quelqu'un d'autre que Jérémy de QI Basket, c'est ça, sur le site ? Exactement. Comme parfois ça peut être le cas. C'est plutôt sympa, effectivement, ça permet d'alterner. Et puis non, il y a des nouvelles voix. Donc c'est par exemple, on a un Baptiste qui a débarqué, qui nous a fait un article absolument alors très long, hein, je vous préviens, mais sur le sport liquide et la comparaison entre football et NBA. Ouais. Si vous voulez aller lire ça, c'est sympa. Le concept est vraiment cool. Avec Luis Enrique sur la miniature d'ailleurs de cet article. Qu'est-ce que j'allais dire ? Non, je sais pas. Oui, non, moi c'est aussi les lives QI Basket avec N5 hein, qui me manquent beaucoup quand je pouvais venir troller dans le chat. N5, et si tu nous entends, reviens faire des lives que je puisse revenir troller. Ouais, on a perdu Twitch. Faut dire aussi que toi, tu dois être le seul Marseillais qui s'intéresse pas au foot, donc je ne te lance pas sur la Coupe du Monde, non ? C'est ça ? Alors écoute, c'est la première que je suis depuis 20 ans et je me suis souvenu pourquoi j'ai arrêté, parce que je trouve ça extrêmement brutal les éliminations au football. C'est encore plus dur à digérer, je pense, que dans d'autres sports. Ouais, puis même là, tu vois, l'équipe de France, j'ai trouvé ça très brutal de ce côté. Tu te dis, on peut aller au bout et ça s'arrête, ouais, en un claquement de doigts comme ça, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un avis sur Infantino qu'il faut virer ? Est-ce qu'il faut virer le grand chef chauve de l'institution qu'on suit ou pas ? Wink wink. Je pense qu'en termes de corruption, ils sont au-dessus de la NBA. Hein. Oui, largement. Même si on attend encore les résultats de l'enquête des Clippers. Mais bref, avançons avant de dire des bêtises, Jérémy. Le format, je le rappelle tout de même, tu as accepté cette invitation pour donc le bilan des Portland Trail Blazers. Donc on fait le bilan équipe par équipe de chaque équipe, hein, littéralement, mais surtout, dans notre format des 10 stats de la saison, on l'appelle comme ça aussi nos bilans. Donc 5 stats pour toi, 5 stats pour moi. Et on présente en fait la saison d'une équipe en 10 points clés / stats, soit des stats intéressantes, soit sinon qui servent de prétexte pour parler de plein de petits sujets. Le but n'est pas la stat en soi évidemment, mais surtout de parler basket. Le format tu le connais toi, donc toi tu le sais très bien. Et donc sans plus tarder, je peux te lancer. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ces Portland Trail Blazers 2026 ? Alors, petite interruption au montage exceptionnelle puisque le passage de ce podcast n'est pas lisible malheureusement à cause de la connexion, donc l'enregistrement n'a pas très bien marché. Donc je vous explicite que Jérémy parlait du defensive rating, les Blazers étaient 12e,
et je vous laisse avec la partie du podcast, il n'y aura plus de problème après, qui effectivement est compréhensible. Oui, en gros, je disais que c'était le 12e defensive rating et que, grosso modo, je trouvais ça un petit peu décevant dans la mesure où c'était leur principale force et quand tu regardes individuellement le collectif, individuellement les joueurs, il y avait quand même du beau matos, quoi. Oui, effectivement, j'avais noté aussi le defensive rating comme le truc principal, on va dire, sur l'année. Mais c'est vrai qu'entre 2025 et 2026, c'était déjà la 17e meilleure défense de NBA l'an passé. Donc, tu te rappelles la deuxième partie de saison avec Chauncey Billups qui commence enfin à bien coacher sur la deuxième partie de 2025. Donc voilà, c'était pas cata du tout, mais c'est quand même monté à 12e. Et le truc, c'est que de l'autre côté, j'avais aussi noté ça parce que l'attaque a pas trop bougé. Et donc c'est là où il était 23e l'an passé et 20e cette année. Donc en effet, on va dire que la différence entre avant où il n'était pas en playoff et là où il l'était, pour de vrai, cette différence se fait en playoff et c'est comme ça qu'il passe en termes de net rating de moins 3 points par 100 possessions de différence entre l'attaque et la défense à 0. Donc c'est un net rating qui est nul. Et c'est la première fois depuis 2021 qu'ils ont un net rating qui n'est pas négatif. Mais en effet, l'autre truc que j'avais noté pour rejoindre un peu ce que tu dis, c'est j'avais noté 0 et point d'interrogation. Tu vas me dire ce que tu en penses, c'est le nombre de minutes jouées par un mauvais défenseur dans la rotation. Je pense que on peut peut-être se questionner sur 2-3, est-ce qu'ils sont plus moyens que, tu vois, je sais pas, chez Sharpe ou des mecs comme ça, mais du reste, j'ai envie de dire, sur des vraiment mauvais défenseurs, en fait, il n'y a personne. Donc, c'est là-dessus où je pense que je te rejoins sur, en fait, la force de cette équipe, c'était la défense, notamment. Et pourquoi ? Parce que Toumani Camara, Klingan, Jeremy Grant, Deni Avdia, qui était un peu moins bon que d'habitude, mais tout de même, Jrue Holiday, même Sidi Sissoko, le français, Chris Murray qui éclot un peu cette année, Rob Williams qui revient jouer un peu. En fait, je pense qu'on peut citer tout le monde et comme je te dis, dans la rotation principale, j'ai presque l'impression qu'il y avait 0 minutes de vrais mauvais défenseurs en fait. Non mais effectivement, moi ce que je trouvais c'était que le roster était assez impressionnant défensivement et d'ailleurs j'avais trouvé que pour les Spurs le fait d'affronter cette équipe au premier tour c'était quand même pas un cadeau parce que généralement des équipes comme ça qui ont pas de compromis défensif affiché, c'est assez fatigant de jouer contre eux et je comprenais pas trop non plus comment une équipe qui est quand même au global assez jeune, même s'il y a des joueurs comme Jeremy Grant et autres, pouvait finalement être que dans les milieux de tableau défensifs. Et puis en me plongeant un petit peu plus sur la question, en fait, je me suis rendu compte que c'est une équipe qui a les défauts de ses qualités, et généralement qui fait que ce qu'ils font bien d'un côté du terrain, ils le font mal de l'autre. Donc par exemple, c'est une équipe qui génère beaucoup de pertes de balles. Ils étaient 7e au turnover percentage généré par exemple, mais en même temps comme de l'autre côté du terrain, ils n'arrivaient pas à tenir la balle et que c'était la pire équipe de la ligue en termes de pertes de balles. Du coup, dans la bataille des possessions, ils étaient plutôt désavantagés, d'autant que il y avait un peu la même mécanique qui se jouait avec le rebond offensif, parce que c'était une très bonne équipe pour effectivement aller chercher des possessions supplémentaires par exemple, mais ils concédaient énormément de rebonds offensifs et donc finalement je pense que ça a pas mal grévé leur défense, un peu cette incapacité collective à vraiment bénéficier des qualités qu'ils avaient quoi. C'est clair qu'il y a un côté très drôle chez eux où ils font un peu l'inverse en attaque de la défense, c'est-à-dire en défense ils créent des pertes de balles et ils sont mauvais au rebond. Et en attaque, c'est un peu l'inverse. Mais cela dit, tu vois, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a fait un peu une blague au début. J'ai fait une blague sur la mafia, Chauncey Billups et la partie de poker, etc. Bon, Chauncey Billups, du coup, s'est fait arrêter ou a été interrogé à partir du 24 novembre dans donc cette affaire très, très globale de toute la NBA, le FBI qui fait plusieurs arrestations en même temps. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est de voir que finalement cette équipe schématiquement est un peu la même que l'an dernier. Donc je pense que quand tu as un coach intérimaire comme Thiago Splitter qui arrive, il n'y a pas eu une révolution, mais parce qu'en fait on était déjà au début de saison, quoi. Donc le training camp avait été fait, parce que le début de saison, Splitter n'a pas révolutionné, il a juste fait un peu ce que l'équipe avait sans doute prévu de faire avec Billups. Et donc tu vois, le côté perte de balles défensive, comme tu dis, élite en défense pour provoquer des pertes de balles, il était déjà depuis 2 ans. 6e l'an passé, 7e l'année d'avant. Pareil, le fait d'être nul au rebond défensif, enfin plutôt donner beaucoup de rebonds offensifs à l'adversaire, il était mauvais cette année, 21e, mais il était déjà mauvais avant, 28e et 28e les années d'avant. Et pareil, pas très bon au niveau des lancers francs autorisés à l'adversaire. Ils sont 18e, donc c'est un peu mieux, mais ça reste moyen quoi pour le coup, mais il était déjà nul ou moyen avant ça avec Billups. Donc c'est là où je pense que tu vois, tu fais un peu une photographie de cette défense, tu dis, mais au niveau des trucs qu'elle fait, schématiquement, ça a l'air d'être un peu pareil. Et là, on parle que des stats, mais sur le terrain aussi, évidemment, avec les schémas pratiqués, etc. Et finalement, la seule différence,
c'est pas tant, ils créent beaucoup de pertes de balles parce que ça, c'était déjà le cas l'an passé, mais ils avaient quand même une défense moins bonne. La vraie différence, c'est l'IFG. Au niveau des 4 facteurs stats, c'est donc l'adresse autorisée en défense. Ils sont 8e meilleure adresse autorisée défensivement cette année, alors que l'an passé, ils étaient 16e. Donc, grosso modo, l'an passé, on faisait déjà des pertes de balles et on était nul au rebond, mais l'an passé, on prenait plus de tirs, on encaissait plus de paniers, pour le dire plus simplement. Un peu plus de lancers francs aussi l'an passé, mais c'est quand même assez marginal. Mais par contre, ce qui est un peu bizarre, je sais pas si t'as vu ça ou pas, en fait, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils font de mieux par rapport à l'an passé pour être l'an passé à peine 16e dans la moyenne sur l'adresse autorisée en défense, et cette année 8e. Et en fait, tu regardes le 3 points, l'an passé 17e, cette année 17e, donc ils n'ont pas encaissé moins de 3 points. Le panier 11e l'an passé, 12e cette année. Bon, finalement, ça change pas, tu vois, c'est pas comme si d'un coup, le panier s'était mis à être beaucoup mieux défendu, par exemple. Et au niveau des mi-distances, pareil, 17e l'an passé, en termes d'adresse autorisée à mi-distance, dans tous les mi-distances, 19e cette année. Donc là, tu dis, mais attends, mais comment ils font pour être meilleurs à l'IFG, en tout cas être classés plus haut à l'IFG, 8e alors que 16e l'an passé, alors qu'au final, ils font à peu près comme l'an passé. Le mystère est là. Est-ce que c'est plutôt par rapport au profil de tir, tu vois, on autorise à peu près les mêmes efficacités dans les mêmes zones, mais pas le même volume. Par exemple, le tir au panier qui est plus rentable, on le protège plus. En fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que comme l'an passé, ils autorisent très peu de 3 points. 5e cette année, 4e l'an passé. Donc bon, voilà, les tirs rentables à 3 points, il n'y en a pas beaucoup moins que l'an passé. Les tirs au panier, un peu moins, mais pas non plus des tonnes. Je crois qu'ils étaient 21e, ils passent 17e en termes de fréquence panier. Donc il n'y a pas non plus d'un coup waouh, en fait, on ferme l'accès au panier. Donc c'est un boost de rentabilité, ne serait-ce que par le volume. Pas tant que ça. La seule différence, c'est un peu au niveau des mi-distances où ça augmente un peu, donc ils arrivent à forcer un peu plus de tirs à mi-distance dans l'entrejeu, donc des tirs un peu moins rentables. Mais tu vois, c'est pas non plus une différence qui est si qui est si grande que ça sur le avant et après. Et en fait, je suis allé voir les stats brutes, non pas le classement où ils sont passés de 16e à 8e, mais les stats brutes. L'an passé, l'IFG défensif autorisé 54,5 si on doit parler en IFG, donc effectif field goal un peu ajusté, 3 points versus 2 points. L'adresse, on va le dire simplement, 54,5 et cette année 54,2. Donc en fait, en termes de chiffres bruts, c'est quasiment la même chose. Donc j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est pas juste la NBA qui autour est, qui est devenue un peu nulle parce qu'il y a beaucoup d'équipes de tanking et ça a dû un peu aider, je pense en partie, pas que, mais un peu quoi. C'est possible. D'ailleurs, je crois que c'est ce que vous abordiez dans le podcast sur la saison d'Indiana, où en fait, malgré le fait qu'il y ait un tanking de la part d'une équipe, le tanking généralisé fait que finalement, certaines équipes paraissent moins moches qu'elles l'étaient, et des équipes comme Portland qui était un petit peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire dans ce qu'avant on aurait appelé le ventre mou et qui est maintenant un petit peu la course au play-in. Du coup, ces équipes-là, elles paraissent peut-être moins mauvaises ou même bonnes, alors que l'année dernière ou il y a 2 ans, effectivement, avec un tanking moins généralisé, ça aurait pas été le cas. Donc oui, c'est possible que ce soit le cas pour Portland. Et après, non, en fait, non, j'allais dire, c'est peut-être aussi les présences, mais même pas, parce que du coup, comme tu l'as démontré, en fait, c'est aucun des éléments de fréquence ni des éléments d'efficacité qui ont vraiment joué. Donc oui, je pense que la compétition est clairement a impacté, quoi. Le profil de tir a pas tant que ça changé. Alors, il y a peut-être un peu plus de mi-distance, mais tu vois, c'est un volume qui est tellement... C'est pas ça l'explication, c'est pas, tiens, on a forcé plus de mi-distance. Donc c'est peut-être des trucs un peu à la marge, quoi. Un peu moins de lancers francs autorisés, un peu moins de rebonds offensifs autorisés, un peu moins de distance. Tout ça couplé au fait que, par ailleurs, on avait plus de 10 équipes qui tankaient cette année, quoi. En tout cas en fin d'année. Donc ça a dû un peu aider. Et le truc par rapport à ça, c'est non pas l'IFG, l'adresse autorisée, mais il y a un truc qui s'appelle le local IFG. Donc il y a une stat un peu abstraite où en fait c'est une stat pour dire à quel point ton profil de tir était entre guillemets analytics ou pas. Donc là c'est pour la défense. Et le local IFG, c'est selon le volume des tirs pris dans telle ou telle zone, on applique une efficacité moyenne dans toutes ces zones et on dit voilà, si en face, avec ton profil de tir, si l'équipe shootait à la moyenne, ça donnerait ça. Et ils avaient un local IFG qui était 19e l'an passé, qui montait à 12e, donc tu peux dire ouais c'est bien, ils ont autorisé un profil de tir moins rentable pour le coup, donc c'est bien pour la défense. Mais en fait, encore une fois, sur les chiffres bruts, 55,2 l'an passé, 54,9, on est littéralement au 10e près, quoi. Et à 0,3 près, c'est une différence qui est vraiment négligeable pour moi. Donc en fait, tu vois, il y a plein de stats qui nous disent ils sont un peu meilleurs, mais vraiment à la marge. Mais du reste, c'est peut-être que la compétition autour est différente. Et je trouve qu'il n'y a pas plus belle manière de l'illustrer que ce côté, entre guillemets, un profil de tir analytics ou pas, et à quel point ton profil de tir défensif était rentable pour l'adversaire ou pas. Le chiffre brut ne bouge pas.
et pourtant t'es classé plus haut. Donc c'est peut-être un peu de tout, on va dire. C'est pas que les Blazers sont comme avant, mais la NBA est nulle. Non, il y a aussi eux qui font des trucs un peu meilleurs, mais pas non plus de manière assez énorme. Donc c'est un peu, je pense, le bilan qu'on peut en tirer. Tu m'arrêtes sur la défense, c'était un truc à dire, sinon je peux continuer. En tout cas, donner ma première stat du jour, moi c'était 5 et 4. C'était classement 5 et 4. La fréquence offensive des Blazers, justement, au panier et à 3 points. Continuons un peu dans le côté profil de tir, analytics ou pas. Donc 5e au niveau du panier cette année, 5e équipe qui prenait le plus de tirs au panier cette année. Bon, il s'est déjà 3e l'an passé. Par contre, la vraie différence, c'est pas le panier, c'est les 3 points, où l'an passé ils étaient 16e, donc moyenne, et ils ont largement augmenté leur fréquence de tirs pris à 3 points en devenant 4e plus grosse fréquence de NBA. Mais... Donc voilà, c'est... voilà, exactement. Exactement. Ça, on parle que de fréquence où les tirs sont situés, on va dire. Donc c'est déjà, on peut dire que c'est pas mal. C'est pas mal en soi, c'est une victoire un peu de rentabilité en partie. Là encore, pour reprendre, on vient d'en parler, le local IFG, donc cette fois-ci à quel point ton profil de tir était entre guillemets rentable ou pas, si on appliquait une efficacité moyenne, ils avaient le 3e plus grand local IFG de NBA. Donc si les Blazers avaient shooté, même si tout le monde avait shooté en moyenne sur leurs tirs, selon la répartition, selon les zones, les Blazers auraient été le 3e meilleur de NBA. Bon, le problème c'est que comme tu dis, il y a un mais, c'est que ça c'est un peu abstrait et c'est seulement la répartition des tirs des zones, mais le problème c'est que l'IFG réel, non pas le local un peu théorique, mais l'IFG réel, l'adresse réelle, 21e, et c'est vrai qu'il y a un côté où en fait il rentrait pas les tirs, et c'est un peu comme ça qu'on peut résumer très grossièrement pourquoi est-ce que l'attaque était juste moyenne, voire même dernier tir de NBA, alors que pourtant c'était les bons élèves qui prenaient des tirs au panier à 3 points, quoi. C'est ça, ils ont joué le jeu de la méta. Malheureusement, l'adresse est mauvaise, et je trouve que ce qui est quand même assez marquant, c'est que ils ont considérablement, comme tu le disais, augmenté le volume à 3 points, mais qu'en fait ils sont 28e de la NBA au pourcentage de 3 à 3 points sur la saison. Et en fait, quand tu regardes individuellement la saison, sur tout le roster, t'as à peu près 3 joueurs qui ont bien shooté et qui ont, on va dire, une respectabilité par le volume, donc des joueurs qui tirent au moins 4, 5, 6 fois par match à 3 points. Et donc c'est vrai que si tu sors de Camara, Holiday et Jeremy Grant, la saison elle est terrible de ce point de vue-là. Donc c'est dur, et c'est vrai que c'est le genre de choses qui non seulement un peu gâche l'effort d'essayer de mieux répartir ses tirs, mais qui aussi font que dans la manière dont les défenses aujourd'hui gèrent les attaques comme ça, en fait elles font beaucoup d'impasses sur les mauvais shooters, et elles les poussent justement un peu à s'enfoncer dans une forme de crise. Et donc même des joueurs qui ont fait une très bonne saison, par exemple comme Denis Avdija, au final de ce point de vue-là, ils ont pas la respectabilité, quoi. Et c'est aussi pour ça, parenthèse, que en fait cette stat du local IFG, elle est plus aussi pertinente qu'avant, comme ça pouvait être le cas à un moment donné, parce que ce local IFG, ça donne à quel point ton profil de tir est entre guillemets rentable, mais on sait que depuis une petite dizaine d'années, il n'y a plus autant de corrélation entre cette stat et ton niveau de jeu, parce que tout le monde s'est un peu mis à la page des analytics, en fait, tu vois, et que auparavant, quand tout le monde prenait des mi-distances pour caricaturer, et que une équipe ou deux s'est mis à prendre des 3 points, ils avaient un avantage concurrentiel, ne serait-ce que en prenant sa tir. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde a compris et tout le monde est à la page. Donc en fait, même des équipes nulles ont des profils de tir très rentables. D'ailleurs, je crois, pour bien illustrer, je crois que parmi les meilleurs local IFG de NBA, je crois qu'il y a les Bulls, qui avaient un profil de tir entre guillemets qui était bon, mais qui eux non plus mettaient pas les tirs. Je crois qu'il y a les Pelicans aussi, avec James Borrego qui a fait de son mieux pour l'optimisation mathématique, mais il n'y a pas le talent. Portland est 3e. Voilà. Après, il y a quand même des bonnes équipes, et entre les bonnes équipes, c'est bien de comparer. Tu vois, par exemple, je sais que c'est la force des Spurs. On en parlera dans le bilan des Spurs, mais c'était aussi la force des Spurs de tout le temps dans leur série un peu gagner ce côté rentabilité. Mais bon, bref, faire la parenthèse sur ça. Mais comme tu dis, le spacing, en fait, il y a des bons shooters, mais même, on parlera de Toumani Camara, mais qui est un peu une révélation presque de ce point de vue-là, je pense, et c'est très bien, hein. Mais du reste, Shaedon Sharpe fait pas une bonne saison à 3 points, alors que on pouvait s'attendre peut-être à un peu mieux pour le coup. Scoot Anderson, 35% à 3 points sur un bon volume, mais 35 c'est à peine la moyenne, ou pas beaucoup plus. Même au niveau des role-players, c'est vrai qu'on espérait plus, mais il y a aussi le fait que, en fait, je voulais aussi en parler, parce que c'est un peu en symétrie au premier point qu'on a abordé, de la défense. Tu vois, on a dit, j'ai dit 0 minutes joué par des vraiment mauvais défenseurs. Est-ce que la conséquence d'avoir un effectif qui est à ce point axé défense, et y compris sur des joueurs pas chers,
c'est que t'as que des défenseurs, mais t'as peut-être pas forcément, avec un salaire qui est pas élevé, t'as pas le luxe d'avoir un mec qui peut et défendre et faire 3 points. Et je pense que c'est un peu c'est un peu à mettre en symétrie, je trouve, ce côté défensif avec, bah ouais, quand tu fais jouer Blake Wesley, quand tu fais jouer, et on peut dire plein de noms, il y a pas que lui, mais au final, c'est un peu logique de se retrouver dans cette situation où bah, tu prends beaucoup de 3 points, mais t'as pas la force de frappe, quoi. T'as pas le spacing et t'as pas le talent pour les mettre, ces tirs. Bah, de toute façon, le problème de Portland, et ça c'est un problème, je pense, qui va revenir un petit peu dans tout ce bilan de la saison, c'est qu'en fait, c'est une équipe qui avait pas été construite pour être compétitive maintenant, ou si c'était le cas, elle avait parié sur l'idée que Scoot Anderson serait un prospect majeur, et le problème, c'est que maintenant, elle a une équipe qui est, on va dire, à peu près compétitive, parce qu'elle a quand même fait les playoffs et qu'elle est sortie du play-in de manière assez solide, mais elle a pas cette première, voire cette deuxième, elle a pas cette première option, en fait, qui permet de driver toute une équipe et de générer tous les décalages. Et le problème, c'est que les joueurs qui sont autour, en fait, ils seraient probablement meilleurs si ils avaient quelqu'un pour mieux les servir et créer plus de décalage, et en fait, ils ont pas ça aujourd'hui. Donc je pense que c'est un problème de construction, et d'ailleurs ça explique un peu certains mouvements qui ont été faits, dont un en particulier cet été. Ils essayent justement de trouver ce qui leur manque, quoi. Auquel tu penses Je pense à Ja Morant. Oui. Alors l'intérêt de Ja Morant, c'est peut-être que ça va, ce que je voulais en parler justement, enfin pas de Ja Morant, mais presque un des mecs les plus fiables de l'effectif à 3 points, c'était Avdia, mais que tu as beaucoup utilisé on-ball cette année. Donc tu vois, c'est vrai que comparé à il y a 1 an ou même il y a 2 ans, où il prenait un peu de ballon et pas autant, il faisait aussi un peu plus partie du spacing, et ça faisait 2-3 ans que le shoot commençait à se confirmer, au moins un peu en catch and shoot, quoi. Donc ouais, ça on verra bien pour le coup, mais bon, c'est le retour de Lillard, je pense, fera du bien, parce qu'ils l'ont signé l'été dernier, l'été 25, en sachant qu'il ne jouerait pas. J'ai hâte de voir aussi dans quel état il peut revenir, parce que soit on retrouve le mec All-NBA, ce sera cool, mais je pense que, alors je sais pas ton avis, mais j'ai quand même l'impression que Lillard a un tel niveau de shoot que même un Lillard diminué à cause du tendon d'Achille qui est pas remis, etc., au moins ça t'a quand même une garantie de spacing en partie qui est quand même grande, je pense. En fait, c'est ce que je me disais, mais du coup, peut-être que je suis un peu trop en avance sur le bilan, mais le fait de faire venir Ja Morant, je vois pas trop comment tu arrives à faire jouer les deux. Et du coup, je me dis quand même, le pari qu'ils ont l'air de faire, c'est celui de Ja Morant. Donc, dans l'idée, oui, Damian Lillard, à minima, il a toujours ce shoot-là, et donc il contribue au spacing, d'autant que déjà, balle en main, en fait, c'est un énorme joueur de pull-up à 3 points. Mais c'est vrai que comment tu vas faire cohabiter les deux avec les compromis défensifs que ça signifie. Enfin, sur le papier, je suis quand même assez sceptique sur le fait qu'ils arrivent à contenter à la fois Ja Morant et Damian Lillard. Et c'est vrai que Damian Lillard, qui était un petit peu revenu pour finir à Portland, je trouve ça pas ça évident comme situation, quoi. Bah, surtout que je crois que dans l'échange, tu perds Jeremy Grant, qui est un des meilleurs shooters de l'effectif, qui va je crois côté Memphis. Ouais. L'effectif l'année dernière, ouais. C'est ça, ouais. Que t'as bien connu, toi, à Denver, d'ailleurs, au passage, Jeremy Grant. En vrai, je trouve que le côté... le contrat est trop gros, et même encore aujourd'hui, à Memphis, il va être trop gros, mais Memphis s'en fiche, parce qu'ils n'ont pas d'impératif d'optimisation de masse salariale, parce qu'ils reconstruisent, grosso modo. Mais tu vois, je trouve que Jeremy Grant, en fait, a secrètement toujours été un shooter de haut niveau. Je crois qu'il a 40% en carrière, ou pas loin, ça fait quand même pas mal de saisons depuis qu'il a commencé un peu à jouer, et il y a un aspect, si on le critique pour, il a voulu prendre un gros chèque, il a voulu s'essayer en go-to-guy et ça n'a pas marché, mais en fait secrètement, sur sa période à Portland, il enchaîne les saisons à 38-40% depuis quelques temps, quoi, déjà. Shooter très régulier, défenseur. Alors défensivement, j'avoue que je sais pas où il se situe. Je pense qu'il était quand même assez loin de ses meilleures saisons. Mais par contre, offensivement, mine de rien, c'est assez complet. Et puis même dans une équipe qui manquait un peu de porteurs de ballon, en fait, il pouvait t'apporter sur des actions quelques trucs. Et c'est vrai que ça aussi, ça va faire défaut à cette équipe, parce que oui, c'était, je pense, assez nettement leur shooter le plus régulier, quoi. Tu vois, pour un peu accompagner ça, la stat du spacing dont on a parlé, j'avais aussi un 0,83. C'est l'efficacité collective des Blazers, 0,83 points par possession sur pick and roll. Tu l'avais ou pas ? Ouais, je l'avais, ouais. Ah ben voilà, on peut en parler maintenant, vu que c'est un peu lié au spacing. C'est qu'on avait des pick and roll, on essayait d'animer cet espace, on avait un driver aussi de haut niveau, je pense qu'on en parlait avec Avdia, etc. Mais en fait, quand tu déroules autant de pick and roll, mais que les mecs sont pas respectés, c'est quand même, on l'explique assez facilement que ça n'a pas pu être très productif. Et pour le dire autrement, 0,83 points par possession, tu étais 27e sur 30 en termes d'efficacité, alors que t'en faisais beaucoup, en fait. Donc c'est un peu l'idée. Alors que t'étais 7e en volume, ouais. Ouais.
Exactement. Est-ce que tu as d'autres chiffres sur l'attaque collectivement ou pas? Non, je crois que là on a donné moi ce que j'avais, mais c'est vrai que pour revenir là-dessus, je trouve que c'est un peu symptomatique de ces attaques qui manquent en fait de talent et qui en reviennent quand même au play, on va dire, avec l'isolation le plus basique du basket. Et c'est vrai que mine de rien, vu comment la saison s'est déroulée, en fait, tu t'es un peu retrouvé avec Jrue Holiday qui a 35 ans comme principal porteur de ballon l'essentiel de la saison, et bah c'était pas gérable, quoi. Sachant que ce côté pick and roll, c'était quand même un truc qu'on avait vu l'an passé 2025 avec Billups. Je trouvais que l'attaque de pick and roll, l'attaque tournait beaucoup autour du pick and roll en deuxième partie de saison et plutôt pas mal. Alors, il manquait le spacing déjà l'an passé et cette année encore. Il manquait le talent pur, mais tu vois, je trouve que dans l'animation, le spacing dès la fin de l'an passé, c'était quand même parfois intéressant. Mais voilà, je veux dire, tu ne peux pas créer une bonne attaque de pick and roll où tu peux avoir des porteurs de balles sur pick and roll qui vont être ultra efficaces. Bah si le mec il doit affronter un stunt en tête de raquette, un protecteur de panier sous le panier, voire même des aides et autres. Donc bon, c'est un peu le truc. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, au niveau du recrutement, ils ont signé Mika Potter. Il me semble, alors je sais pas si c'est un vrai contrat, mais bon, il sait faire qu'une chose, Mika Potter, c'est shooter. Donc bon, on verra si ça peut aider, mais non, mais voilà, c'est vrai que pour le coup, c'était un effectif très défensif, peut-être on peut le formuler comme ça. Et alors, dernière stat, moi, que j'avais un peu sur l'attaque aussi, avant que peut-être on passe aux individualités, tu me diras, mais j'avais aussi, je voulais noter et relever en tout cas le 30 et 4 de chiffre 1, encore une fois. 30 et 4. 30, c'était le rang des Blazers aux pertes de balles. Donc 30e bon dernier de NBA, et 4 c'est au niveau des rebonds offensifs. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'inverse de la défense où ils créent beaucoup de pertes de balles mais nul au rebond. Là c'est l'inverse et en fait c'est au niveau des pertes de balles, ils sont quasiment à 17% de pertes de balles collectivement, c'est énormissime. Et j'ai compté le nombre de joueurs de la rotation principale au-dessus des 12% de pertes de balles. Donc 12% c'est à peu près la moyenne, on va dire, pour le coup. Ils ont 13 joueurs de rotation au-dessus des 12% de turnover percentage sur le plan individuel. Donc voilà. Et à l'inverse, seulement 2% en dessous des 12% pardon, seulement 2 joueurs, excuse-moi, en dessous des 12% de perte de balles. Donc bon, voilà, ça perdait beaucoup de ballons. Et là encore, à quel point ne faut-il pas leur accrocher à cette idée de quand le spacing n'était pas là, il fallait peut-être naviguer entre les aides, et où tu avais aussi des porteurs de balles qui étaient imparfaits, ou des porteurs de balles comme Avdia qui prenaient beaucoup de décisions et qui n'est pas parfait de ce point de vue-là non plus. Donc c'est quand même ce qui est marquant, c'est de voir que cette attaque perdait énormément de ballons, mais se rattrapait quand même pas mal au niveau des rebonds offensifs. Ils sont élites au niveau du rebond offensif, 34% de rebonds offensifs. Et tu vois, au final, j'ai compté, quand tu mélanges perte de balles, rebond et aussi le pace, le rythme de jeu, au final, c'était quand même une équipe qui était quasiment top 5 en termes de nombre de tentatives de tirs réels prises par match. Donc, les Blazers prenaient beaucoup de tirs malgré ces pertes de balles. Le rebond compensait pas mal. Bah, je pense que c'est assez typique d'équipes qui sont un peu dans du dépassement de rôle, dans la mesure où, comme on disait, vu que tu as un peu un manque de talent, tu as des joueurs à qui tu demandes de faire plus que ce qu'ils sont censés faire, et donc nécessairement tu vas essayer de jouer vite. Eux, ils avaient pour eux d'avoir quand même une très bonne défense et d'être bons au rebond offensif, donc de pouvoir quand même se battre dans la bataille des possessions. Moi, ce qui reste quand même un mystère dans cette histoire, c'est quand tu es aussi bon au rebond offensif, comment ça se fait que tu sois vraiment à ce point mauvais de l'autre côté du terrain. Mais ouais, pour revenir à la stat initiale, quand même, t'imagines, c'est quasiment un ballon sur 5 que tu perds, quoi. C'est une action sur 5 quasiment où tu ne prends pas un tir, et outre le fait que ça t'expose défensivement, c'est le manque à gagner, il est monstrueux, quoi. Donc je pense que ça explique à ça seul toutes les difficultés que peut avoir Portland sur autant le fait que l'attaque soit pas très bonne, ou le fait que la défense soit pas aussi bonne que ce qu'on aurait pu penser en regardant les individualités, quoi. Mais ta question est intéressante et je pense que c'est un choix schématique, parce que comment ça se fait qu'ils sont aussi bons au rebond offensif et pas défensif? En défense, pour créer autant de pertes de balles, il faut quand même que tu aies des schémas assez agressifs, assez proactifs, où tu vas te mettre hors de position, tu vas sauter sur des lignes de passe et tu vas faire des prises à deux, des edges. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté-là, tu vois, où typiquement, dans 90% des cas, des défenses qui sont à ce point élites au niveau des pertes de balles, le compromis, c'est que t'es pas autant en place que tu ne voudrais pour faire les box-out, pour prendre les rebonds. Donc je dirais que c'est un peu comme ça qu'on l'explique, mais disons qu'on imagine peut-être une version finale, peut-être de ces Blazers avec Klingen notamment, qui est un des meilleurs rebondeurs offensifs de NBA. S'il pouvait aussi rester proche du panier pour les rebonds défensifs, ça pourrait être cool, quoi, en termes de plan global, quoi.
D'autant que pour le coup, lui, c'est quand même un joueur qui défensivement, pour le moment, il a que sa capacité, je trouve, à défendre le drop qui est vraiment impressionnante. C'est pas un joueur que tu imagines trop switcher. Donc, Ouais. à minima, il est supposé, lui, t'assurer un niveau plancher au rebond défensif un peu plus élevé que ça, quoi. Donc je peux te lancer, quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter officiellement pour ces Blazers 2026? Alors moi, plus pour le côté collectif, mais c'est un peu la dernière que je voulais donner avant aussi pour comprendre leur saison, c'est 3. 3, c'est le nombre de joueurs qui ont dépassé les 2000 minutes sur la saison. Ouais. Et en fait, dans les absences que je voulais noter, on a 52 matchs manqués pour Scoot Anderson, 52 matchs manqués pour Matisse Thybulle, 32 pour Shaedon Sharpe, 30 pour Jrue Holiday. Donc, énormément de joueurs qui étaient attendus quand même comme des éléments plutôt majeurs de la rotation, qui ont manqué énormément de matchs. Et à l'instar, en fait, de beaucoup d'équipes cette saison, hein, ils ont été décimés. Or, il y a des équipes où effectivement, il y a, on va dire, une profondeur de talent individuel qui fait que tu le paies pas trop. Autant eux, on le disait, il y a beaucoup de joueurs qui sont en dépassement de rôle, et le fait, par exemple, de pas avoir Jrue Holiday pour 30 matchs, ou de pas avoir Scoot Anderson, qui était quand même drafté pour devenir le meneur de jeu un peu ultime de cette équipe, c'est vrai que je trouve que c'est un gros manque à gagner, et ça peut aussi expliquer les très larges rotations qu'ils ont eu sur toute la saison, quoi. Même Blake Wesley, qui a fait un top début de saison en termes de défenseur, point d'attaque, etc. Et en fait, il se blesse assez rapidement. Wesley, il manque plusieurs mois de compétition. Alors, heureusement, il y en a d'autres des premiers rideaux qui pouvaient un peu reprendre le rôle de Blake Wesley. Mais comme tu dis, sur un mec comme Jrue Holiday, c'est pas pareil, quoi. Déjà, t'as Lillard qui est sur la touche blessé. C'est pas pareil de remplacer Jrue Holiday ou de remplacer un peu les minutes de premier rideau, mais ça fait aussi partie du truc. Et bon, après, tu me diras, Matisse Thybulle, Robert Williams, ils ont aussi des joueurs qui sont sujets aux blessures assez fréquemment. Mais ce qui est marrant de tout ça, c'est que tu parles du minutage, mais il y a aussi cette affaire, très bizarre, non, qui est très facilement explicable, mais le two-way contract de Caleb Love aussi, qui donc était en two-way contract. Donc les fameux contrats un peu bonus, il y a 15 places dans un roster plus 2 two-way contract. Et globalement, c'est des contrats un peu. Le syndicat avait réussi à obtenir ça pour qu'il y ait des places en plus, voilà, grosso modo, pour tester des joueurs un peu plus facilement. Mais à l'inverse, le syndicat avait aussi dit non, mais attendez, les gars, par contre, il y a un nombre de matchs maximum, parce que si le joueur est trop bon, vous êtes obligé de mettre un vrai contrat. Voilà, il faut le signer. Et en plus, tu vois, je rajoute à ça, mais au côté blessure que tu as évoqué, Caleb Love, qui était pas fantastique, hein, mais qui a réussi à gratter une place dans la rotation, lui qui est un ancien top lycéen, etc. Voilà, 20 minutes par match cette année. Et en fait, il y avait aussi ce truc de, non, 49 matchs, la limite c'est 50, merci, bonsoir. Et je crois qu'il a quasiment plus joué, il a un peu disparu, donc bon, ça, on en revient aussi au truc qu'on n'a pas encore abordé, c'est le nouveau propriétaire qui apparemment ne veut pas trop dépenser. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs le coach qui a fait des bonnes choses cette année n'est plus là. C'est parce que il est parti chez les Bulls prendre un chèque un peu plus gros et un peu plus normal par rapport au standard du syndicat des coachs cette fois-ci. Mais tu vois, même ça, c'était un peu bizarre, quoi. Ce côté, même les two-way contracts, non, merci, bonsoir, vous pouvez plus jouer, quoi, parce qu'on va pas vous payer, quoi. Mais surtout qu'on a eu le cas dans d'autres équipes de joueurs où les franchises visiblement se posent la question, est-ce qu'on le retire pas de la rotation en se disant que si pour les playoffs on en a besoin, du coup on a des matchs réserves de ce joueur-là. Oui. Ouais, c'est un peu bizarre. Alors après, à Portland, ça peut peut-être aussi s'expliquer par le fait que en fait t'as une très longue quand même profondeur d'effectifs, et peut-être ils avaient du mal à choisir justement qui faire sauter. Par exemple, est-ce qu'il serait permis de se dire Lillard, on verra l'année prochaine. Peut-être que ça a aussi joué dans le fait de tu prends la place de qui, quoi, si jamais on doit te conserver. Oui, je suis d'accord. Et puis pareil, est-ce qu'il fallait attendre beaucoup, mais c'est vrai que, alors, moi j'ai pas de stats sur lui, hein, mais Hansang Yang, le rookie, le pivot très mystérieux, je sais pas si t'avais des stats sur lui pour plus tard ou pas. Oui, mais je l'ai mis à la toute fin parce que je voulais en tout cas, à chaque fois que j'entends il y a un nouveau Jokic qui arrive, je suis tout content, et c'est vrai que sa première saison, j'avais besoin d'explications, donc je sais pas si tu en as, mais Non, mais justement, je voulais en parler maintenant parce qu'il n'y a pas grand chose à dire vu qu'il a joué 40 matchs, mais avec des garbage time, ou pas beaucoup en tout cas. Donc, tu vois, là encore, j'essaie de trouver le minutage total, je vais y arriver. Hansang Yang, il a joué 300 minutes sur la saison. Donc là encore, tu peux te dire même, c'est un joueur de plus qui aurait, peut-être on attendait, contributeur, mais qui a pas pu prendre totalement sa place dans la rotation, alors qu'il a aussi un peu de fait de ligue, etc. Mais voilà, effectivement, les blessures, qui est un thème à Portland, et pas que pour cette année, hein, depuis longtemps aussi. Tu sais qui a été drafté devant Michael Jordan ou pas, Jérémy? C'est une vraie question?
Non, bah ouais. Non. Tu sais qui était drafté numéro 2, pardon, numéro 1 devant Durant. Tu sais qui était Brandon Roy. Enfin bref, t'as l'impression que, bon, peut-être que la ville est maudite par rapport aux blessures, je ne sais pas. C'était un haut pic de draft, Hansen? Ah bah ils sont quand même allés le chercher, ouais. C'était Mike Schmitz qui est maintenant est GM à Dallas, tu sais, qui était assistant GM chez les Blazers, qui le scoutait apparemment depuis 2 ans. Il s'est même fait punir parce qu'apparemment il faisait plus que scouter, quoi. Il discutait pas mal. Mais je crois qu'ils font un trade, hein, ou alors c'est Memphis qui monte de quelques places pour aller chercher Coward en 11. Mais clairement, apparemment, il était sur le viseur des Blazers. Ouais. C'était quand même un pick loterie, quoi, si tu veux. Et tu peux avoir des saisons où un pick loterie est contributeur, mais bon, là, il l'a pas été, mais parce que pour des raisons compréhensibles, il était jeune, potentiel, on verra plus tard. Faut pas paniquer, hein, il a 20 ans, il parlait pas la langue, etc. Mais c'est vrai que dans d'autres cas, t'as parfois des contributeurs qui viennent de la loterie dès l'année numéro 1, quoi. Ouais, parce qu'après, à leur décharge, il y avait quand même un engouement assez général. J'avais l'impression de ce que je lisais à minima sur Twitter autour de son profil et du fait que beaucoup attendaient quand même une force post-bas assez impressionnante. C'est vrai que moi, je l'avais mis parce que, ouais, en termes, je crois qu'il est à 0,84 points par tiers pris. Donc, je me disais, oui, c'est très décevant par rapport à ce qu'on nous avait vendu pendant l'été qui avait précédé la saison, quoi. Il y avait une grosse hype qui, je pense, était légitime. Après, il est pas prêt encore, c'est ce qui peut paraître normal. Mais tu vois, il a mis 95 points sur la saison. Bon, c'est quand même 95 de plus que Jokic au même âge en NBA. Mais c'est juste pour t'énerver que je dis ça. Je répondrai pas, de toute façon. Bref, deuxième stat pour moi. Bah tiens, vu qu'on parle un peu de pivot, prolongeons la discussion et on peut l'ouvrir complètement. Deuxième stat du jour, moi j'avais moins 10. Je pense que tu te doutes de ce que c'est, moins 10. C'est on va parler de Donovan. Exactement. Notre ami Donovan, moins 10% de perte d'efficacité infligée au panier par Donovan Clingan. Et c'est un score d'élite, hein. C'est un score d'élite de protection de panier. Pour dire, il défend 7 tirs au panier par match en moyenne, ce qui est un énorme total là encore. Et donc le moins 10 de perte d'efficacité, donc face à lui, les joueurs shootaient 10% moins bien au panier que face à le reste de la NBA en moyenne. Et donc c'est le 5e meilleur de NBA parmi les gros volumes, on va dire. Donc il y a des scores à la Chet Holmgren qui a moins 15% ou des trucs comme ça, mais il est quand même 5e meilleur de NBA. Ça confirme un peu l'aspect de l'an passé, où sur les flashs, et sur son année rookie, on l'avait déjà vu comme ça. Ça confirme un peu le talent, je vais pas dire générationnel, mais très très bon d'un point de vue défensif qu'on connaissait aussi au lycée et à la fac. Et donc là, voilà, on a quand même cette deuxième année qui confirme ce talent de protecteur de panier. Mais presque l'autre stat que je voulais évoquer, moi, c'est 246. C'est le nombre de 3 points tentés sur l'année par Clingan. Et ça, pour le coup, tu vois, on l'avait pas l'an passé. Ça, on l'avait pas l'an passé et on s'y attendait pas forcément. L'an passé, on avait le rock défensif très bien. Mais donc là, il a tenté quasiment, je te dis, 253 points cette année. Alors, c'est pas encore un échantillon très gros, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même, on est sur du 3 ou 4 par match, je crois, de tête. Il les met à 34%. Donc, c'est pas scandaleux, c'est pas encore très bon, on est au niveau de la moyenne à peu près. Voilà, donc il y a rien de, on va pas encore s'extasier sur un pourcentage et encore moins sur un échantillon qui est pas encore autour des 700, 800, 900. Mais dans le jeu, si on laisse un peu les stats de côté, tu vois, il les prend. La mécanique a l'air plutôt pas mal. Il paraît que ce côté jump shot est touché, il l'avait un peu très jeune. Plus aussi, il faut rajouter au-delà du côté shoot, qui s'il avait le shoot, je pense qu'à terme, si tu as un défenseur à ce point bon au panier, plus au moins un catch and shoot à 3 points, c'est dévastateur. Et tu vois, sans même dire que j'ai envie de parler, tu vois, Rudy Gobert avec un 3 points. Mais même sans arriver à atteindre le pic défensif de Gobert, s'il n'est que 70% de ce qu'est Gobert en défense et que tu rajoutes en plus un catch and shoot à 3 points, c'est un joueur extrêmement valuable. Et en plus, c'est aussi un bon passeur. Tu vois, qui a des stats de passing, de à quel point il fait des passes par rapport à son nombre de ballons. Un ratio de playmaking de 0,7, assist percentage par usage percentage 0,7. Bon ratio, plutôt bon pour des pivots. Donc là encore, on retrouve le côté qu'on a vu à Yukon de jeu de main à main, intelligence de jeu pour un pivot qui peut voir un peu des trucs, trouver des cutters, etc. Donc voilà, j'ai cité quand même la défense parce que c'est la base. Et on a quand même 2000 minutes cette année pour Clingan de 21 ans qui s'affirme comme un rock défensif. Mais je trouve que presque les tentatives à 3 points et le développement presque du jeu offensif est tout aussi intriguant pour moi sur son développement global. Bah, disons que, bon, défensivement, je pense qu'il y a pas trop de surprise quant au fait qu'il confirme que, c'est effectivement un excellent protecteur de cercle. Mais comme tu dis, le fait que le 3 points, en tout cas, qu'il y ait une velléité de développer le 3 points, et qu'il soit déjà à 34% sur une première saison, c'est plutôt encourageant parce que si il arrive à transformer ça et on va dire à régulariser ça, même avec 3 tentatives par match,
déjà ça devient quand même quelqu'un que tu dois un minima surveiller, et il entre dans une catégorie en fait assez rare de joueurs qui ont à la fois la protection de cercle élite et la capacité à ne pas être un poids offensivement parce qu'ils ont un tir. Moi on va dire le truc qui éventuellement me fait un peu peur sur le profil de Donovan Clingan, c'est le fait qu'il est quand même assez lourd et que latéralement c'est assez compliqué, je trouve. Et du coup je me dis, est-ce que il va pas avoir les mêmes problèmes qu'on a eu avec Gobert pendant une époque où en fait le manque de flexibilité, on va dire, qu'il t'apporte tactiquement fait que dans certaines séries d'un coup tu sais plus trop comment le jouer, tu sais plus trop si tu peux le jouer. Mais à minima, ils se développent bien, et ils ont quand même une force, c'est qu'ils ont Robert Williams en backup, et que il a un profil complètement différent. Robert Williams, c'est une mobilité complètement différente. Donc je trouve que ils ont un tandem qui est quand même très très fort sur ce poste-là, et ils ont très très bien digéré le fait d'avoir pu dégager DeAndre Ayton l'été dernier, quoi. Et pour appuyer encore plus ton propos et ta comparaison par rapport à Gobert des débuts qui étaient lourds, en plus Gobert c'était dans une NBA qui était encore moins exigeante et demandante d'un point de vue mobilité. Donc, mais c'est quand même aussi un autre point pour moi, et si on sort un peu des stats, je trouve que visuellement, j'en ai parlé un peu toute l'année, mais je le trouve quand même beaucoup plus fit que l'an passé. L'an passé, je fais toujours la blague, mais pour moi, il était grand, il était très très lourd, et presque il fallait le décharger en semi-remorque sous le panier, quoi, parce que sinon il mettait trop de temps à aller d'un côté du terrain ou l'autre. Là, je trouve quand même qu'il s'est quand même pas mal affiné, donc on n'est pas encore un niveau Switch, etc. Hein, mais je trouve que c'est aussi assez logique, en un sens, qu'un mec très grand mais aussi jeune, la maturation physique va arriver. Et il avait que 21 ans, tu vois, cette année, et ça m'étonnait pas non plus qu'un mec comme Zach Edey, qui était déjà un peu plus vieux, soit arrivé en NBA et déjà un peu plus coordonné, un peu plus mobile, etc. Parce que ce genre de corps, faut les travailler, quoi. Et d'ailleurs, Gobert est l'exemple parfait de ça. Gobert est devenu un des meilleurs athlètes de NBA aujourd'hui, alors que, comme tu dis, au Jazz, c'est surtout les centimètres au tout début. Donc, je voulais quand même un peu le souligner, parce que, bon, j'ai pas de stats pour ça. J'ai pas le pourcentage de body fat, par exemple. Mais non, mais je trouve qu'il était quand même meilleur que l'an passé, où l'an passé, c'était un peu... c'était vraiment le costaud, très lourd à déplacer. Là, c'est quand même bien. Donc, à suivre aussi cette évolution un peu logique. Et par ailleurs, on a un peu parlé tout à l'heure déjà, mais j'avais noté deuxième de NBA au niveau des rebonds offensifs contestés. Donc, pas que les rebonds offensifs sous le panier tout seul ou au global. Même sur les rebonds offensifs dans le trafic, en fait, il est deuxième meilleur de NBA avec 3,2 prises par match contestées. Derrière Steven Adams, évidemment, qui reste un peu le maître de la catégorie. Mais voilà, c'est un package qui est ultra valuable, je trouve, très précieux, pour le dire en français. Parce que ce type de défense du panier à ce point élite, plus un peu de shoot et un peu de passing, tu vois, je sais qu'on a parlé ensemble beaucoup de Gobert. Tu es un peu notre référent Gobert sur le Basket Lab depuis le tout début, depuis le tout début en 2021-22. Mais non, mais Gobert, ce qui pose problème, c'est l'absence de post-up et l'absence de shoot et l'absence de passing. Un mec comme Clingan, si au moins il y a un peu des jeux de main à main, au moins un peu viable, c'est déjà un peu cool aussi, quoi. Donc voilà, faisons le point sur Clingan et sa saison sophomore très encourageante. D'ailleurs, niveau minutage aussi, il était role player à 19 ou 20 minutes par match l'an passé, il est passé à 28 ou 27. Donc voilà, c'est quand même assez significatif, je trouve. Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Blazers 2026? Du coup, peut-être en complément, moi j'avais 4,3 et c'est le block percentage de Robert Williams cette saison. Et c'est le 5e en NBA et c'est même le 3e en fait si tu retires les joueurs à moins de 300-400 minutes. Et donc saison plutôt encourageante de Robert Williams, parce que moi je faisais partie des gens qui étaient quand même assez inquiets sur la suite de sa carrière, parce que il était parti très fort à Boston et il a enchaîné les blessures et les blessures notamment aux genoux qui sont généralement inquiétantes, et je trouve que là cette saison il confirme qu'il est de retour et il a été déjà très bon en saison régulière, mais il a aussi été, j'ai trouvé assez excellent en play-off contre les Spurs. Oui, alors c'est toujours pas sur un minutage énorme, 17 minutes par match, mais ils sont en backup. Mais en fait, ne serait-ce que le voir jouer, c'est quand même cool, parce que en fait, jusqu'ici, il a passé 2 ans à Portland, dans le trade de qui d'ailleurs? Quand est-ce qu'il vient à Portland? C'est plus que ça, c'est Jrue Holiday, non? C'est Jrue Holiday c'est ça, quand Jrue par des Bucks va à Portland contre Dame. Voilà, donc c'est sa 3e année chez les Blazers, mais les 2 premières,
il a joué 26 matchs, Robert Williams. 26 matchs combinés, 6 en 2024, 20 en 2025. Donc, en fait, le simple fait de le revoir jouer en 2026, c'est quand même cool. 59 matchs, c'est le plus haut total depuis la fameuse année 2022 où il était titulaire à Boston avec ce line-up dévastateur. Il va en finale NBA, etc. Et bon, je sais pas à quel point est-ce qu'on peut espérer le retrouver sur un gros minutage un jour. Je sais pas à quel point le genou peut tenir, mais tu vois, il est même pas si vieux que ça, quoi. Il a 28 ans, donc je sais pas. Moi, c'est quelqu'un que j'adore, hein, qui, à mon avis, est élite sur plein de domaines. Donc j'ai envie, mais au moins, au grand minimum, ça a été quelqu'un qui a été un excellent backup, qui je crois, a été re-signé, non? Si je dis pas de bêtises, cet été. Ah oui, ouais, ils l'ont conservé, ouais. C'est ça, il a été reprolongé alors qu'on se disait peut-être que il va intéresser les Lakers, il va intéresser un tel ou un tel. Donc ouais, Robert Williams. Et en plus, tu vois, il a aussi un truc que n'a pas Klingan, c'est la catch and finish et le côté verticalité au panier, quoi. Ouais. Bah, il a le côté un peu rim runner, et puis il a ce dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même je trouve qu'il a gardé un côté switchabilité qui est quand même assez intéressant et qui est pour le coup une vraie complémentarité à Klingan, qui pour le moment, comme on disait, est encore assez lourd et n'a pas cette capacité à défendre au large. Donc je trouve que tactiquement il apporte, et on l'a vu en playoff, il apporte quelque chose que son titulaire n'a pas. Donc ils ont volonté de s'inscrire dans le temps avec lui, et moi j'ai été assez impressionné, parce que je pensais vraiment pas le revoir sur un parquet de manière sérieuse, et en fait la mobilité est encore là, quoi. Oui, c'est un peu l'idée, et on espère que ça pourra tenir sur de gros minutages. Mais ouais, effectivement, j'essaie de regarder aussi au niveau des. Est-ce que t'as le block percentage, c'est ça, mais est-ce que t'as la perte d'efficacité au panier ou pas, à tout hasard? Je l'ai eu. Est-ce que je l'ai noté? Non, mais je l'ai eu à un moment donné. Alors il a moins 21%, j'allais dire, c'est absurde. Non, c'est en playoff, ça, donc c'est un échantillon qui est minuscule. Mais j'ai essayé de retrouver un peu les stats si mon ordi veut bien au niveau des playoffs. Hop, Robert Williams. Ouais, tu vois, il est encore à moins 14% de perte d'efficacité infligée au panier. Donc bon, c'est sur un volume qui est plus faible parce que c'est un backup. Mais tu vois, si on projette un peu sur un gros temps de jeu, et donc on imagine non pas 3 tirs défendus au panier par match, mais au moins 5, 6, 7, en fait, il serait l'équivalent du top 3 avec Chet Holmgren et avec des mecs comme ça. Donc tu vois, là-dessus, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup plu avec lui, c'est cet aspect de protection de panier et des bras qui sont immenses, quoi. Donc ouais, Robert Williams, pour ta stat de ton côté. Donc troisième stat du jour pour moi, c'est à moi, je vais dire 25,7. Est-ce que tu sais ce que c'est 25,7? C'est un pourcentage. Non, là je l'ai pas du tout, celui-là. C'est un usage, et c'est l'usage de Jrue Holiday, qui donc a un volume de responsabilité, un usage, volume d'utilisation, qui est remonté à 25,7, et en fait c'est son plus haut total, son plus haut volume de ballon, on peut le dire comme ça aussi, depuis 2023. Donc il y a quand même très longtemps, depuis sa dernière année à Milwaukee, en fait. Puisque ce qu'il a fait, c'est qu'il a été échangé de Milwaukee à Portland. Il n'a pas joué à Portland, mais hop, directement à Boston. Champion avec Boston 2024. 2025 toujours avec Boston. Mais tu vois, ça fait quand même 2 ans aux Celtics où il était redevenu, non pas enfin, il avait un peu quitté son costume de créateur secondaire ou, enfin, majeur, pas go-to-guy, hein, mais majeur chez les Bucks, la deuxième option, pour le caricaturer, qu'il était aux Bucks à côté de Giannis. Il a abandonné ce costume pour devenir un peu un connecteur. Côté Boston, rôle beaucoup plus sobre. C'était un peu le mec qui plutôt créait des actions plutôt que faire la pick and roll, et il lançait les actions. Il était en milieu de chaîne, il était dans le corner, il faisait les cuts au milieu de la défense, voilà, parce qu'il y avait Brown, il y avait Tatum, il y avait Derek White aussi, et d'autres mecs, hein. Donc il s'était un peu transformé avec des volumes d'usage et de temps passé avec la balle qui étaient beaucoup plus faibles que d'habitude. Donc de 28% d'usage à Milwaukee, ce qui était beaucoup, descendu à 17 ou même 16 au niveau de Boston. Et là, c'est remonté à 26% d'usage. Donc je pense qu'on peut l'interpréter de plein de manières différentes. La principale, je pense, étant le fait que Lillard a été blessé, et que les Blazers l'ont fait revenir sur un chèque qui est largement abordable, 13 millions l'année, je crois. Et voilà, c'est chez lui, sa maison, donc on accepte de ne pas faire jouer Lillard pendant 1 an. Il va revenir, tout va être très bien. Mais tu vois, je pense que, en tout cas, je suis un peu curieux de voir l'an prochain à quel point est-ce que l'usage va rester haut, ou au contraire revenir sur des zones un peu plus basses comme à Boston. Parce que voilà, il avait quand même 35 ans cette année, et il a fait de bonnes choses en plus, hein. C'est quand même ça le bilan qu'on peut en faire, c'est que je trouve que après 2 ans à s'être réinventé dans un rôle beaucoup plus faible, finalement, il a dû reprendre un peu parce que l'effectif manquait de vrais porteurs de balles classiques, on va dire, entre Lillard qui est pas là, Scott Anderson qui était pas trop là, et ainsi de suite. Et en fait, c'est pas du tout cata. Alors il y a plus de pertes de balles cette année, ok, bon, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, ça fait partie du truc. Mais mine de rien, le passing était toujours là. Je trouve que le scoring aussi était là. L'efficacité était pas mal du tout. Donc tu vois, on n'a pas du tout le cas de un mec qui doit refaire monter le curseur de volume, et donc l'efficacité en pâtit.
je trouve qu'au global, c'est une saison qui a été très très bonne de la part de Jrue Holiday, en tout cas moi pour les attentes que j'avais, pour un Jrue de 35 ans qui sortait de 2 années un peu de méga role-player en fait. C'était clairement une très bonne saison de sa part. Le tout en étant quand même toujours très très performant défensivement. Donc je trouve qu'à 35 ans, c'est quand même assez impressionnant. Oui. Et je pense que mine de rien, la situation qui fait qu'il a pris un rôle supplémentaire, ça a peut-être contribué aussi au fait que, alors qu'il ne voulait pas venir à Portland et qu'il avait un peu essayé de forcer son retrade après son arrivée, finalement je pense qu'il a passé une saison plutôt sympa et que le fait que l'équipe soit mine de rien bien taillé défensivement et que lui puisse revenir dans son rôle peut-être de deuxième option, je pense on peut dire, ça lui a plutôt bien convenu et en fait il est quand même toujours très performant. Évidemment c'est pas le meneur de jeu qui crée une quantité énorme de décalage, surtout à cet âge-là, mais il a joué beaucoup de pick and roll et il a été plutôt efficace. D'ailleurs, c'est un des rares joueurs qui apportait encore un spacing suffisant. Donc, non, clairement, c'est une très bonne saison de sa part et je l'ai trouvé impressionnant, notamment en playoff là aussi où sa défense sur Castle, c'était quelque chose, quoi. Donc, ouais. Non, très bonne saison de Jrue Holiday. Alors qu'en plus, Castle est le meilleur joueur du monde, tu le sais, donc effectivement, c'est d'autant plus impressionnant. Il n'y a pas de compromis en plus. Non, mais alors, blague à part, oui, parce que c'était une blague, hein, sur Castle, il est seulement deuxième. Non, mais Jrue Holiday, ce qui est intéressant, c'est aussi le 3 points, comme tu dis, où finalement, on sortait d'une année à Boston où, plus que jamais, il avait été un peu testé, tu vois, pour refaire un peu la carrière de Jrue. Le 3 points était censé être là, mais parfois un peu irrégulier. Le côté 3 points, alors aux Sixers, c'est un peu là au début, et puis finalement, pas trop côté Pelicans, des années 100, des années pas mal, mais tu vois, c'est jamais trop de saison géniale. Il arrive au Bucks, et là, il se met à shooter hyper bien, ce qui semble assez logique, parce que, comme on le dit à chaque fois, dans le shoot, il y a aussi une composante de mémoire gestuelle, donc plus tu vieillis, plus ça vient, comme Jason Kidd, comme LeBron James, comme voilà, tous les vieux, ça vient. Et en fait, chez les Bucks, il te poste, il fait des saisons, il fait 3 saisons, je crois, autour des 39-40%. Donc là, on dit, ah ouais, ok, ça y est, enfin, le shoot est un peu plus fiable, on va dire. Et à Boston, première année, très cool, mais deuxième année, c'est l'année où on commence un peu à venir mettre des pivots sur lui. Tu vois, j'ai quand même le souvenir de... Alors, est-ce que c'était un bon choix ? Moi, je suis pas sûr, mais Jenkins à Memphis qui met Jaren Jackson sur Jrue Holiday, ou des mecs comme ça qui testent un peu de mettre leur protecteur de panier sur Jrue Holiday pour l'abandonner. Bon, moi perso, j'aurais plutôt mis mon pivot sur Jaylen Brown, qui est un peu encore moins... Voilà. Ça me sentait que la cartouche arrivait. Exactement. Mais moi, j'aurais plutôt fait ça. Après, tu peux dire que Brown est quand même plus driver, donc bon, il aurait pu punir les mismatchs frontalement. Bon, fin de la parenthèse. Mais en tout cas, le 3 points avait été testé plus que jamais, je trouve, en 2025. Et là, il nous sort une saison où il retrouve quand même beaucoup de volume à 3 points, mais surtout 38% sur la saison à 3 points. Et en plus, au niveau des chiffres assistés versus pas assistés, il était l'an passé à Boston à 86% assisté à 3 points, donc majoritairement quasi que du catch and shoot assisté en tout cas. Et ce chiffre-là, cette année, est descendu à 57% à peine de panier assisté à 3 points. Donc on est quasiment sur du 50-50, tu vois, en termes de pull-up versus catch and shoot, si on doit un peu le caricaturer. Donc je trouve que au-delà du côté, il a répondu présent, au-delà du côté, il fallait un porteur de balle, il a été là, au-delà de la défense, il y a aussi ce truc de, ok, l'année 2025 à Boston, il a été un peu plus testé, mais le 3 points se reconfirme en 26, je trouve, et que voilà, je pense qu'on aura quand même sur la fin de carrière un bon shooter qui devrait être un peu moins abandonné à 3 points qu'il ne le fut à Boston, où c'était un peu, c'était par défaut le moins bon shooter, mais parce qu'il n'y avait que des bons shooters à Boston, quoi. C'est ça. Après, par contre, la projection dans un monde idéal pour Portland, c'est qu'il quitte un petit peu ce rôle de menace on ball et que elle revienne plutôt. Alors, je pense dans un monde idéal d'ailleurs qu'elle revienne à Scoot Anderson, mais dans l'idée, je pense que ce sera plus du côté de Ja Morant et éventuellement Damian Lillard. Mais en tout cas, il a réussi à assumer le rôle pendant une saison et c'est tout à fait louable, quoi. Au final, tu vois, il fait du 26% d'usage, 99 de true shooting plus, donc true shooting plus c'est l'efficacité relative à la moyenne, stat en plus en plus. La moyenne est à 100, donc 99 ça veut dire que t'es 1% plus bas que la moyenne. Bon, grosso modo, t'es au niveau moyen de NBA. En fait, efficacité moyenne sur un volume de 26%, c'est ses standards en carrière en fait, hein, tu vois. Donc on a retrouvé un Jrue Holiday qu'on peut, en tout cas moi je pensais pas forcément le retrouver à 35 ans comme il était entre 30 et 32, quoi, tu vois. Donc c'est quand même très bien. C'est quand même une des grosses satisfactions de l'année. Mais comme tu dis, j'espère en tout cas qu'à terme le plan... Alors attends, au niveau contrat, il en est où ? Parce qu'il était quand même aussi pas mal payé. Donc parce que c'est son contrat de Milwaukee à l'époque. Mais je pense que l'idée... il est 35 millions l'an prochain. Et une player option pour 2028. On verra s'il la prend ou pas. Mais l'idée, c'est que l'an prochain, c'est Lillard, c'est Ja Morant et c'est Avdia qui est un peu les ballons. Que Jrue redevient un peu le connecteur qu'on a connu à Boston. Je pense que c'est un peu l'objectif, en tout cas.
Non, je pense qu'il était venu pour ça à la base. Hein. Ouais. Les circonstances l'ont juste fait changer de rôle. Mais donc je peux te lancer, quel est ta 4e stat du jour à nous présenter pour ces Blazers 2026? C'est un. Ouais. Oui. Est-ce que ça va à Leclerc, ça va à Carrefour, parce que je vois qu'on descend la liste des joueurs et je me dis on a quand même oublié on a oublié un joueur important. C'est premier en fait et c'est le plus gros driver de la ligue en saison régulière et en playoff cette année, c'est Deni Avdija. Exactement. Que dire hein, moi j'ai un petit peu raté des étapes mais du coup j'ai raté le moment où d'un coup il est à 24 points par match alors que je me souvenais du role player à Washington et non impressionnant hein, plus gros usage chez les ailiers en NBA. 83e centile en termes d'efficacité par tir pris chez les ailiers, le tout en étant le plus gros driver de la ligue, en assumant quand même une part de création dans un effectif comme on l'a dit qui en manquait, et une équipe qui globalement autour de lui a, quand il est sur le terrain, un offensive rating de 118. Donc il a des défauts qui sont clairs. Il n'a pas la création ni même la sécurité balle en main effectivement que tu attends d'une première option. Par contre, dans l'attaque du cercle, c'est un des tout meilleurs joueurs NBA cette année. Le tout pour un contrat de, je crois, 12 millions par an. Donc c'est peut-être le meilleur contrat NBA en 2026, quoi. Je suis étonné parce que pour moi, le meilleur drive de NBA, c'était AJ Liddell, tu vois. Donc j'étais étonné de voir Avdija. Pardon, voilà, je m'en suis débarrassé. Mais... J'ai senti que tu pouvais la placer. Je comprends. Non, mais alors, parlons sérieusement, mais effectivement, il faut quand même qu'on en parle beaucoup de Avdija parce que c'est quand même une saison, tu l'as pas dit, mais All-Star aussi. Hein. All-Star Avdija. Et c'est la concrétisation de une progression qui est là depuis, pour moi, 3 ans. Et c'est pour ça que moi, à l'été 24, quand il y a cet échange un peu sous les radars entre Malcolm Brogdon et un pic, hein, mais je crois que le pic c'est devenu Bud Carrington, donc tu vois, c'était un pic de loterie, mais pas plus. Échange Brogdon plus un futur pic contre Avdija. Moi, je ne comprenais pas. Alors déjà, je faisais un sondage, moi, dans mes podcasts de l'été. Est-ce que vous savez qu'il y a eu ce trade? Et les gens ne savaient pas. Mais en plus, c'était assez incompréhensible parce que, secrètement, il avait déjà commencé sa belle progression à Washington. Notamment, ce qui avait un peu explosé, c'était le 3 points qui venait. Le 3 points la dernière année à Washington en 2024. Et également un peu l'aspect de provocation de faute. 2025, il a donc Portland l'an passé. Il confirme, voire même un peu plus. Et là, c'est carrément l'éclosion encore plus grande. Et alors moi, j'avais même le chiffre brut. Hein, c'est quasiment 20 drives par match. Il a quasiment 20 drives par match cette année. Premier total de NBA devant tous les drivers. Je vais pas dire toute la NBA, hein, mais devant les SGA, les Doncic, etc. en termes de volume de drive. Ok. Mais en termes d'efficacité également, 1,27 points par tir tenté en fin de drive. Donc, lay-up, flotteur, mais aussi la productivité et les points de lancer franc. 1,27 points par tir tenté au final, c'est 8e meilleur de NBA sur les 60 gros drivers de NBA en 2026, donc ceux qui étaient à plus de 10 drives par match. Donc en plus, tu vois, il y a l'efficacité, c'est pas que je fais des drives pour le volume, mais le déchet est là. Non, c'est quand même plutôt très bon aussi en efficacité. Comment est-ce qu'il fait ça ? Il y a un peu de toucher de balle, évidemment, hein. Il y a du toucher qui est quand même très cool, mais c'est un mec qui est explosif. En termes de premier pas, il a pas l'air, mais en fait, il l'est. C'est un mec qui est aussi très costaud, tu vois. Donc, ce côté agressivité et charpente très épaisse qui donne beaucoup de lancers francs depuis 3 ans, ça se confirme d'autant plus à un niveau encore plus haut, j'ai envie de dire. Stat marrante que j'avais noté, il a 3,8 lancers francs tentés par match sur des drives. C'est premier de NBA. Voilà. Premier de NBA devant des Paolo Banchero, des SGA et des Allen. Donc, tu vois, par match, Deni Avdija obtenait plus de lancers francs sur l'exercice du drive que SGA. C'est quand même assez notable. Et c'est également, dans le même temps, premier de NBA au niveau des assists par match générés sur des drives. 2,4 assists par match sur drive. Et c'est là où je trouve que le joueur est intéressant parce qu'il y a cette complémentarité de scoring et passe sur le drive. Parce que on peut parler de lancer franc, on peut parler d'efficacité sur drive, mais c'est pas que le scoring, justement. Et d'ailleurs, autre stat aussi intéressante pour moi, c'est sur ses drives, il fait 48% du temps, il fait des passes en fin de drive. 48% du temps. Donc en fait, on est à quasiment 1 sur 2. Une fois sur 2, il drive, il pénètre balle en main jusqu'au panier ou pas loin, mais pas que pour scorer, aussi pour ressortir. Et tu vois, parmi les drivers, donc assez importants, hein, plus de 10 drives par match, c'est le plus gros scoreur parmi ceux qui font beaucoup de passes, grosso modo. C'est-à-dire que lui, il est à 48%,
les seuls chiffres qui sont au-dessus de lui, donc ceux qui ont un plus gros pourcentage de passes en fin de drive, Davion Mitchell, tu vois, Kevin Porter Jr., Grayson Allen, Westbrook, qui est à 38 ans, ben voilà, il fait du drive and kick maintenant, c'est un peu l'idée. TJ McConnell, Josh Giddey, Trey Jones, voilà, ça, c'est les seuls mecs qui sont au-dessus de lui en termes de à quel point je fais des passes en fin de drive. Et donc, Deni Avdija qui est là. Donc, il est à la fois élite au niveau du côté scoring, mais aussi sur le côté passing. Et je pense que son drive and kick est largement un des moteurs, si ce n'est le moteur de l'attaque de Portland cette année, quoi. Bah clairement, je pense que c'est aussi explique cette volonté de passer, c'est que en fait c'est pas loin d'être ce qui est le plus proche d'être le système offensif de cette équipe de Portland. C'est pour ça qu'on parlait de Jrue Holiday, mais je me suis dit, bon, il est temps de placer Deni Avdija parce que c'est lui quand même qui a porté offensivement cette équipe. Et en plus, il le fait, et je trouve dans un dépassement de rôle comme ça, et avec une progression comme il a eu, dans un rôle de première option, c'est quand même pas facile, je trouve, en partant de role player. Et honnêtement, à part le fait que le tir à 3 points soit un peu faible, et particulièrement cette saison, il est à 31,8% pour ses tirs pris. Et bon, le problème des pertes de balles, mais qui va avec le fait que on lui demande quand même beaucoup de création, alors que à la base, il était quand même pas dans ce rôle-là. Je trouve qu'il assume énormément de choses en attaque. Et si en fait c'est un joueur où si tu n'as pas une très bonne rim protection, il va aller à volonté près du cercle et c'est assez impressionnant, je trouve. Et après, c'est effectivement tu vois, les pertes de balles, c'est aussi un peu lié à son profil je trouve que c'est pas un mec qui va être dans l'adaptabilité extrême, qui dans le trafic va être génial, tiens, je m'ajuste en l'air. En fait, c'est quand même plutôt un mec qui est à pattern, comme on dit, un mec à schéma un peu préétabli. Alors, c'est pas non plus une caricature comme certains, mais tout de même, c'est plus ça que tu vois du Luka Doncic ou des mecs comme ça qui peuvent s'ajuster même au dernier moment et avec l'angle du coude ou du poignet et envoyer une passe dans un angle différent. Non. Donc, le haut taux de déchets vient un peu de là, je trouve. C'est pas un porteur de balle à ce point élite dans le trafic, mais tout de même. Et je pense que le volume de drive premier de NBA vient aussi de ça, de cette dualité entre scoring et passing, parce que tu vois, je pense que si on compare seulement les drives de scoring, il aura un volume qui va être bien plus bas que les SGA, que les Doncic, que les mecs comme ça. Par contre, pourquoi est-ce qu'il est premier de NBA au drive au total ? Parce que justement, il y a aussi toute une autre moitié de son jeu qui sont des drives pour des drives and kick. Et l'attaque se repose quand même beaucoup là-dessus. Et en fait, il y a plein de stats qu'on pourrait évoquer. Je crois que tu as parlé aussi du volume. 31% d'usage. Voilà, le volume d'utilisation global, pas que drive. 31% d'usage. C'est entre Stephen Curry et Wembanyama. Voilà. Donc on est dans le top 20, même, je crois quasiment top 15 en termes de volume de responsabilité. Il le fait en plus avec un pourcentage de paniers assistés qui n'a jamais été aussi faible chez lui. Donc là encore, tu as un autre élément qui vient confirmer la starification. En carrière, il fait 83% de paniers assistés, début de carrière. 71, 65, 63 et donc 57 et cette année donc on est à 49, donc il a jamais été aussi peu assisté que cette saison, tout en étant efficace, plus 3% d'efficacité de plus que la moyenne, alors que on est un peu sur une panne à 3 points. Tu vois, c'est ce qui est un peu dommage, c'est le seul truc qui est un peu dommage sur son année, c'est que il sortait de 2-3 bonnes saisons au shoot, il a un peu moins bien shooté cette année, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'il prenait plus de pull-up à 3 points, donc des tirs un peu plus compliqués, et en général, voilà, il fait une année un peu off au niveau du tir, mais clairement, si on avait une année un peu normale dans ses standards depuis 2-3 ans au shoot, on n'aurait pas été à plus 3, on a clairement été à plus 5, plus 6, plus 7% relatif à la moyenne, ce qui sur un gros volume est quand même assez admirable, plus tout le passing, donc il y a quand même beaucoup de choses à aimer. Ah tiens, j'avais aussi noté, excuse-moi, je finis 2-3 stats marrantes, 13,5 potentiel assist par match. Donc pas les assists réels, mais les potentiels assists, même quand le tir est manqué après. Il est entre Luka Doncic et James Harden. Voilà. Il faut corréler avec notamment le tir à 3 points catastrophique de ses coéquipiers. Exactement. Où effectivement, oui, même si tu les mets dans un fauteuil, si tu shootes à 32% collectivement, c'est un peu compliqué, quoi. C'est exactement pour ça, tu as compris que je suis allé chercher les assists potentiels et pas les assists tout court. Donc 13,5 entre Doncic et James Harden, 10e de NBA. Et surtout, 13,2 lancers francs tentés, générés par 100 possessions. C'est deuxième de NBA en sandwich entre Luka Doncic et SGA. Voilà, c'est un peu la dualité que je voulais mettre en avant, c'est lancers francs et assists. Ça a été un peu la saison de Avdija en fait. Clairement. Avec une défense un peu moins impressionnante que par le passé, mais en fait je trouve aussi que
enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve que c'est un profil très polyvalent, mais presque, en fait, son côté épaisseur et solidité, je me demande si dans un monde idéal, moi, je le placerais pas, limite, en défense sur des gros, tu vois. Alors, sur des gros ailiers, parfois poste 3, mais parfois sur des gros, et ça pourrait un peu libérer le pivot, d'être en safety, etc. Mais le fait est que dans cette équipe, il y a que des profils comme ça. Il y a que des Toumani Camara, Jeremy Grant, tous des mecs comme ça qui eux-mêmes pouvaient prendre des plus gros, on va dire. Donc, dans mon esprit, moi, j'aimerais bien que lui joue un peu plus gros et limite pour avoir plus de joueurs un peu plus rapides dans le périmètre autour de lui. Mais voilà, c'est une mini nuance sur sa défense. Possiblement, je pense que le trade de Jeremy Grant est aussi, on va dire, une perte à relativiser pour ça. Ouais. Parce qu'il y a deux éléments dans sa défense, c'est que le match sur des intérieurs, ça lui permet quand même techniquement d'avoir moins défensivement d'efforts à faire. En tout cas de mobilité, et le fait d'être une première option, mine de rien, ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc normalement la défense, c'est un moment où on essaye un peu de récupérer. Donc on l'avait vu par exemple avec des joueurs qui étaient pas forcément des super défenseurs comme James Harden époque Houston, où on le mettait sur des intérieurs. Donc il peut y avoir un peu de ça. Et du coup, comme tu dis, un Toumani Camara, peut-être que avec le départ de Jeremy Grant, tu peux associer les deux et demander à Camara d'aller plutôt au large. Oui, je pense que c'est un bon moyen de le reposer, parce que ce qu'on lui demande aujourd'hui offensivement, c'est à mettre au même niveau que des SGA ou des Luka Doncic, et ça consomme énormément, quoi. Oui, c'est assez énergivore. Je pense qu'on peut le dire. Donc ouais, c'est en un sens ça peut paraître contre-intuitif, mais l'utiliser on-ball sur certains gros, presque ça peut le cacher plutôt que le faire dans le périmètre. Donc voilà pour Deni Avdija, et donc c'est à moi alors, c'est ça? C'est à moi de mon côté. Bah tiens, vu qu'on en parlait un peu, j'avais une stat là-dessus, moi c'était 952. 952, c'est le nombre de 3 points tentés par notre ami Toumani Camara. Non pas une fois, mais depuis 2 ans. Depuis 2 ans, Toumani Camara a tenté quasiment 1003 points. Et bon, je voulais un peu englober les 2 ans, parce que sur les 2 ans, il est à 37% à 3 points. Et comme je répète à chaque fois, en général, on dit que l'échantillon à partir duquel on commence à être confiant pour dire ok, le pourcentage est réel, et même on peut le confirmer, c'est autour des 700, 800, 900. Donc là, tu vois, depuis 2 ans, 950, quasiment 1000 tentatives à 3 points, échantillon assez gros pour dire ok, le pourcentage est fiable, et donc ce pourcentage, 37% à 3 points, ce qui est quand même très cool. Et même en fait, cette année, c'est ce qui m'a aussi un peu étonné, c'est que ça a été le joueur qui a tenté le plus de 3 points dans cet effectif. On était à plus de 7 par match tentés. Et je fais un peu exprès d'insister là-dessus, mais il y a 2 aspects pour moi. Il y a l'efficacité qui se confirme et qu'on n'attendait pas du tout au niveau de la sortie de la draft. C'est pour ça qu'il était alors quasiment non drafté, 52e pick, donc 2e tour, tu vois, très tardif. Il avait passé 4 ans à la fac de Dayton, si je dis pas de bêtises. 2 ans à Dayton, 2 ans à Georgia, mais le vétéran de fac, très bon défenseur, tout le monde savait que c'était un très bon défenseur, mais il se fait pas drafter premier tour parce qu'il n'y a pas le shoot, grosso modo. Et donc 30% en carrière au niveau de la fac, il arrive en NBA. Bon, première année compliquée, mais depuis 2 ans, 37%. Alors, il faut quand même un peu nuancer, parce que c'est parfois des tirs qui sont ouverts, parfois volontairement, tu vois. Il y a un côté où parfois tu mets ton pivot sur Toumani Camara, tu lui dis abandonne Toumani Camara pour défendre le panier. Donc parfois il y a un peu un côté, tu vois, où il y a des tirs ouverts qui sont laissés par la défense volontairement, donc des tirs plus faciles en partie. Mais je trouve quand même que c'est quelqu'un qui, sur des shoots aussi organiques, n'est pas du tout le non-shooter qu'on craignait un peu en début de carrière. Et c'est quand même le point principal pour moi, c'est à la fois l'efficacité, donc le volume aussi. Le volume montre aussi que, voilà, quand on prend 7 par match dans une équipe comme ça, et que t'es le plus gros volume à 3 points de l'équipe, c'est pas que tiens, il y a le pivot qui est sur lui, donc il en prend par dépit ou par défaut. Quand t'es à 7 par match, c'est quand même, il y a une volonté du joueur d'en prendre, parce qu'il peut le faire, quoi. Ouais, puis comme tu dis, il est arrivé en cours de saison à un volume où on commence à se dire, sur le scouting report, maintenant il faut se méfier de son tir, et on ne peut pas se permettre de faire l'impasse trop souvent ou de manière systématique. Et clairement, là on a déjà abordé, on va dire, tous les joueurs qui ont bien shooté pour cette équipe cette saison. Et Camara, il a à la fois un volume très élevé, à la fois une efficacité au-dessus de la moyenne NBA. Et en fait, ça en fait, je trouve, un des role players les plus précieux de ce roster. Et probablement au niveau NBA, clairement, c'est le genre de joueur que tu rêves d'avoir. Et mine de rien, Portland a pas mal de joueurs qui, dans ces rôles un peu intermédiaires de role players, sont excellents, quoi.
ils ont quand même une structure collective avec des joueurs comme Camara qui est assez impressionnante et ouais, sa saison est très bonne, sa défense est excellente et le fait qu'il confirme un tir, ça veut dire que techniquement maintenant sa carrière elle est sur des rails où ce sera pas un compromis offensif, quoi. Exactement. Je pense pas qu'il sera jamais un mec d'élite, ou je pense qu'il sera jamais non plus défendu de manière ultra serrée, mais en fait, vu le niveau défensif, c'est ça aussi, hein, vu le niveau défensif, on réclame seulement un petit catch and shoot sympathique, et c'est le cas. Après, si on pouvait aussi avoir une finition au panier encore plus aérienne, etc., bon, ça serait l'idéal, mais après, on parle peut-être d'un mec qui n'est pas le joueur Ketoumani Camara. Tu vois, si Camara avait le 3 points et la verticalité et tout ça, bon, bah, il serait top 20 quoi, de draft ou top 15. Mais en vrai, les prouesses défensives sont telles qu'en fait, il me suffit de pas beaucoup pour l'attaque, et un tout petit peu d'attaque peut le rendre viable, et je trouve que c'est exactement ce qu'on a depuis 2 ans. Et quand on pense que c'est un mec qui a été drafté deuxième tour, hein, très tard, et on n'attendait rien, ils ont créé littéralement, donc à partir de rien, ça n'a rien coûté, il est sur un contrat qui est pas cher du tout, je crois, ou alors il a prolongé déjà, je sais plus, mais en tout cas il coûtait pas cher du tout, et ça a été un joueur majeur depuis 3 ans, tu vois, et défense on ball, défense off ball, le rebond, le côté crash and finish en attaque où il attaque le rebond offensif, et il est aussi très bon là-dessus, de par sa taille notamment. Donc c'est quand même une énorme satisfaction, même si effectivement il n'y aura pas un potentiel de fou, il a déjà 26 ans je crois, il est encore à 80% de panier assisté, mais à limite tout ça j'ai envie de dire on s'en fiche un peu quoi. Juste le fait d'avoir un joueur qui est viable en attaque, ça suffit pour moi à déverrouiller une valeur qui va être énorme au global quoi. Clairement. Il a signé quand même un contrat de 80 millions sur 4 ans. C'est ça, ouais. Donc tu le payes à peu près 18 millions par an, donc c'est 10% du cap. Franchement, pour ce qu'il te propose, comme tu dis, défensivement, tout en développant un rôle offensif, c'est énorme. Et alors, on est d'accord que c'est pas le profil complet aujourd'hui qu'on aimerait avoir de connecteurs, de joueurs capables de récupérer et d'exploiter un espace et d'aller au cercle avec régularité. Mais quand on y pense, ce type de joueur, il y a encore 7-8 ans, c'était un peu le sommet du role player, les joueurs comme ça. Et eux, ils l'ont eu assez loin, donc c'est une belle prise. Hein. 18 millions par an. Est-ce qu'un sign and trade contre Peyton Watson qui prendrait aussi 18 millions par an, tu le fais ou pas à Denver? Vu notre situation, 18 millions par an, ouais, ce serait pas mal. Hein. Bon, nous on parle aussi des finances de Denver, mais non, effectivement. Effectivement. On a encore un podcast à enregistrer. Mais c'est marrant parce que tu vois, l'an passé, il est top 10 au niveau des votes du DPOY, il est All-NBA, All Defensive Second Team, je crois. Et cette année, il l'a pas été. Bon, c'est un peu... C'est les fluctuations du marché, on va dire, et des votes. Les gens ont été moins... L'effet de surprise est passé peut-être pour beaucoup, donc il y a moins le côté coqueluche, il y a moins le côté... Oui, il fait partie du paysage, quoi, mais je trouve pas qu'il était moins bon en défense, moi, pour le coup. Et donc, ce 3 points, ce volume à 3 points qui se confirme, pour moi, c'est quand même excellent. Donc c'était ma 4e stat du jour, donc je peux te lancer. Quelle est ta 5e et dernière stat du jour à nous présenter pour ces Blazers 2026? Je me suis planté 4e ou 5e, je sais plus. Peut-être la 5e, mais écoute, alors moi j'en avais plusieurs sur le même joueur. Vas-y. Mais je vais prendre 0,5. Ouais. C'est le ratio assist usage. Tu l'as peut-être deviné, mais de Shaedon Sharpe. Ah oui, effectivement. Alors que dire de Shaedon Sharpe? Shaedon Sharpe, c'est un joueur compliqué parce que quand tu lis, on va dire, une partie des fans, t'as l'impression que c'est un joueur qui a un avenir énorme. Et moi, je suis très dubitatif parce que c'est un super athlète. C'est un très bon shooter. En tout cas, ça peut être un très bon shooter. Le problème, c'est que c'est un shooting guard qui, dans la NBA moderne, n'a ni le dribble, ni, on va dire, la capacité, le jeu de passe, et je trouve ça très compliqué parce qu'en fait, j'ai l'impression un peu de voir une sorte de Michael Porter Jr., mais sur un poste d'arrière, et moi, j'ai peur pour sa carrière parce que je le trouve trop unidimensionnel, quoi. C'est vrai que j'avais noté aussi une stat qui était son usage, qui était à 29% d'usage. Et en fait, il joue pas beaucoup plus qu'avant. C'est juste que sur les minutes, il est plus utilisé. Donc là encore, le côté absence de Lillard, etc. Donc bon, il a eu plus de ballons. Mais c'est marrant parce que du coup, quand tu filtres par l'usage, par le volume de responsabilité, minimum 29% d'usage, c'est celui qui a le plus petit ratio de playmaking. Celui qui fait le moins de passes relatif à son nombre de ballons. Or, le problème, c'est pas tant ça. Parce qu'il y a des très bons joueurs qui ont un ratio de playmaking qui est pas très élevé. Tu vois, je pense à Jaren Jackson, par exemple, qui a jamais fait une passe de sa vie, ou j'exagère un peu, mais pas très bon passeur, Jaren Jackson, mais il est tellement fort sur d'autres trucs qu'il n'y a pas de problème.
Mais le truc, c'est que Shaedon Sharpe, si t'es surtout un score, mais que le scoring, il est sur un gros volume 6% plus bas que la moyenne NBA, c'est quand même une certaine inefficacité. Le problème est peut-être plus là que sur le passing, ou alors ou vice versa. S'il n'y a pas le scoring, il faudrait qu'il y ait du passing. Et là, c'est vrai qu'on a un côté où il est quand même très jeune, hein, très très jeune. Il a 22 ans, je crois, ou il va faire 23. Il est drafté très très jeune, ouais. Exactement, il se fait drafter avec en plus le côté, il joue pas du tout à Kentucky parce qu'il veut pas faire baisser sa cote. C'était quand même assez, assez étonnant ce truc-là. Mais je te rejoins sur l'aspect on en parle depuis déjà 3-4 ans. C'est un peu quelqu'un sur qui les fans sont très chauds parce que explosif, jeune, highlight de folie, et donc voilà, il y a un côté potentiel évident et qui plaît beaucoup aux fans, et je suis d'accord, hein. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur une saison qui a été fabuleuse. Non, mais en fait, après, moi, c'est un truc, je trouve qu'on dit pas assez, mais tu sais, on a tendance un peu à considérer en NBA qu'un joueur, il se blesse, il revient de blessure, ça veut dire qu'il est à 100%. Je pense aussi qu'il peut excuser aussi son manque d'efficacité et le manque de mordant qu'il a eu sur la saison. C'est que quand t'as raté 50 matchs, il y a moyen que t'aies quand même une blessure assez invalidante, et c'est très dur de revenir... voilà, de venir dans la saison puis de repartir et de revenir. Il a joué assez peu de matchs, mais c'est vrai que sur le peu de matchs, c'est pour ça que je voulais pas trop l'attaquer sur l'efficacité, parce que je trouve que c'est compliqué de revenir d'une blessure. Par contre, c'est plus le côté où le dribble se développe pas, le playmaking, c'est quelque chose qui est quand même assez dur à développer, et du coup tu as un joueur très unidimensionnel, et puis comme tu dis, quand en plus sur le côté unidimensionnel, c'est-à-dire le scoring, qui a pas l'efficacité, ça commence quand même à faire un petit peu peur, même si je me dis que s'il revient la saison prochaine avec une intersaison, on va dire, sans pépin, et que l'année prochaine se passe mieux en termes de blessures, j'ose espérer que ce sera quand même un peu plus simple pour lui, quoi. D'autant plus que, alors, l'efficacité mis à part, en termes de volume, il a fait aussi lui partie de ce côté, tout le monde prend un peu plus de ballons parce qu'il faut quand même des créateurs. En vrai, tu vois, tu dis, c'est quand même un joueur de 22 ans qui jouait 30 minutes par match dans une équipe de playoff et qui mettait 21 points par match. C'est quand même pas si mal que ça, on est d'accord. Là, on chipote un peu pour le coup, mais l'efficacité est quand même à surveiller pour moi, parce que en fait, c'est pas comme s'il avait déjà été efficace et que en retour de blessure, il l'était plus. Il a toujours été soit à peu près au niveau moyen de NBA, soit beaucoup plus bas. Tu vois, il a fait du moins 10%, moins 4%, moins 6%. Donc, c'est un truc que j'ai quand même toujours un peu surveillé. Après, je ne m'inquiète pas du tout parce que il y a quand même un cocktail de qualité très intriguant et qu'il n'a que 22-23 ans. Enfin, il avait que 22 ans cette année, il aura 23 l'an prochain. Et c'est quand même très jeune. Et sur des porteurs de balles, j'ai quand même tendance à être plus clément sur l'efficacité, parce que ça peut venir plus tard, et ça commence toujours généralement inefficace, les porteurs de balles. Donc voilà, c'est pas catastrophique. Mais c'est vrai que pour comparer aussi, tu vois, sur l'aspect de retour de blessure, on peut aussi rajouter le fait qu'il a jamais autant créé ses propres tirs que cette année. Tu compares à son année rookie, il était à 67% de panne assistée, ça s'est descendu à 46%. Donc voilà, il y a quand même une vraie différence. Et notamment, il y a quand même un point central pour moi cette année, c'est les pull-ups à 3 points. Et c'est peut-être un peu ça qui le fait perdre en efficacité globale, parce que au panier, il a jamais été, quasiment jamais été aussi bon. Il est autour des 70% au panier. C'est quand même très cool, voilà. Donc ça, pas de problème. Par contre, il est pas très bon à 3 points, et je vois que d'habitude, il était très assisté à 3 points, autour des 89, 72%, etc. À peine 54% de ses paniers à 3 points étaient assistés cette année. Donc, il y a sans doute un côté un peu plus forcé sur des pull-ups, là où est-ce que le niveau de shoot est là, et est-ce que la portée de tir va jusqu'aux 3 points? Je suis pas sûr. Je me demande à quel point est-ce qu'on n'a pas un mec qui peut être surtout driver et des pull-ups un peu mi-distance, tu vois, des longs 2, un peu sa zone. Et en carrière derrière, il a toujours été très bon dans cette zone-là, sur les longs 2, autour des 45%, tu vois, ce qui est très bien sur les longs 2, être à 45%. Mais le 3 points, la portée de tir n'est jamais allée jusqu'à 3 points. Donc, je sais pas à quel point cette inefficacité est aussi due peut-être à forcer un peu plus sur les pull-ups et sans trop de réussite. Mais le package est quand même à ce point alléchant sur le côté pas touché d'élite, mais un peu de touché, qualité athlétique, taille, explosivité, pour que tu te dises on s'accroche encore, quoi. Oui, non, moi je suis d'accord. C'est vrai que compte tenu, on va dire, de ce qu'il n'a pas dans d'autres compartiments du jeu, par exemple, tu vois, le fait que le 3 points, en fait, il est plutôt régressé depuis son arrivée en NBA. Je trouve ça un peu gênant, parce que je me dis, il peut pas se permettre au scoring d'avoir trop de faiblesse non plus, quoi. Et mine de rien, il est sur un poste, et à mon avis, dans un rôle idéal, il serait moins responsabilisé, on va dire, balle en main, et donc il aurait plus de catch and shoot. Mais si le catch and shoot à 3 points reste moyen, voire mauvais, je sais pas à quel point tu peux vraiment parier sur ce joueur. D'autant que là, il doit être dans la phase où il va chercher son premier gros contrat, quoi. Donc oui, disons qu'il y a un aspect où
si t'as pas le 3 points au moins en catch and shoot, ça veut dire que tu n'as pas de skills complémentaires pour être off-ball à côté de vrais créateurs. Et ça peut être un problème parce que du coup, ça te réduit à un créateur qui doit avoir la balle. Mais donc là, la bascule peut être plus rapide et plus grande entre est-ce que ta création est à ce point intéressante pour que tu sois titulaire NBA, etc. Donc là, pas de problème. Mais si ta création est bonne, mais pas à ce point giga, méga intéressante et ainsi de suite, tu vas être relégué à un rôle un peu plus de sortie de banc et ce genre de choses, quoi. Donc c'est un peu l'idée. Et pour le coup, même les stats en termes de domaine de création, c'est pas la folie non plus. Pick and roll, isolation, bon, à mettre en perspective avec le spacing également. Mais l'autre truc qui me déçoit un peu chez lui, c'est pour un mec à ce point explosif, les chiffres de provocation de fautes n'ont jamais été très bons. Et en fait, c'est là où tu vois un peu la différence, même visuellement, quand tu regardes les matchs et les drives, etc. Il va pas attaquer le contact frontalement. Et je pense que c'est un mec qui a toujours été tellement plus explosif que le niveau de compétition, que tu vois, il a toujours réussi à sauter par-dessus ou sauter autour, etc. Et ça pour le coup, c'est peut-être le point de bascule. Et paradoxalement, ironiquement, ça me fait plus penser aussi à Avdia, qui était comme ça. Et d'un coup, je te dis, Avdia à Washington, la dernière année, boum, le côté lancer franc explose d'un coup. Donc bon, on parle pas du même gabarit, c'est pas la même taille, mais j'avoue que arriver à manufacturer son explosivité et sa vitesse sur des lancers francs, ce serait quand même un boost énorme en termes de rentabilité, de drive et d'efficacité générale. Donc c'est vrai que le profil, je suis quand même assez, je vais pas dire amoureux, mais je suis quand même intéressé depuis quelques temps sur lui, même si en l'état, c'est peut-être pas un joueur qui est génialissime, un top 50 NBA ou quoi que ce soit, mais à suivre, parce que le manque de passing, comme tu dis, ou le manque de skills de 3 points, de skills complémentaires, va peut-être le réduire à un rôle de créateur, mais peut-être pas de créateur all-star, quoi. Après, par rapport justement à cette rentabilité et le fait d'aller chercher plus de lancers, je me demande s'il n'y a pas aussi une problématique de, en fait, tu fais pas trop ce que tu veux avec la balle parce que peut-être que c'est moi qui suis plus bas que la moyenne, mais je trouve que son handle est quand même plutôt mauvais. Oui. Et donc j'ai l'impression que ça t'aide pas non plus à amener le ballon où tu veux pour essayer de générer le contact. Et quand t'as pas eu l'habitude, comme tu disais, parce que athlétiquement en fait, au lycée, effectivement, il était tellement explosif qu'à mon avis, il avait pas trop l'habitude de voir les mecs au moment où il allait au panier. Effectivement, il a peut-être pas développé ce truc-là. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord. Il y a un potentiel à minima qui est quand même très intriguant et j'aimerais bien le voir se développer. Et juste parce que je disais une bêtise, en fait, il a déjà prolongé et en fait, il coûte à peu près le prix de Toumani Camara au final. Donc, ouais, bon, il a signé pour 90 millions sur 4 ans. Ouais. Je peux comprendre un peu l'idée de dire on prolonge le jeune et au pire on l'échangera, mais pour pas le perdre pour rien, quoi, pour le coup. Ah oui, non, ça fait ça, à ce prix-là, j'ai aucun. Pas comme Denver qui va perdre pour rien Peyton Watson, tu vois, par exemple. Oui, par exemple. Ouais. non, mais voilà, je peux comprendre l'idée, mais voilà, à suivre, effectivement. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est pas un défenseur de folie, mais tu vois, mis dans les schémas très agressifs des Blazers, lui aussi, son steal percentage a un peu explosé. Cette année, il est quasiment à 2%. Mais parce que voilà, on lui donne un peu cette liberté d'être agressif, etc. Donc voilà, Shaedon Sharpe, il fallait quand même en parler. Et 5e stat du jour pour moi. Je vais quand même y aller, hein. Du coup, c'est le dernier gros cas qu'on n'a pas encore traité. Je vais dire 59, puisque notre ami Scoot Anderson, 59e sur 60 au niveau de l'efficacité sur drive, parmi les gros drivers. Donc, gros driver, plus de 10 par match, 60 gros drivers en 2026, 59e sur 60, à peine 1,04 de points par tir en fin de drive. Bon, j'ai pris un peu cette stat en prétexte parce qu'on sait qu'il revient de blessure, donc forcément qu'il y a quand même une nuance à apporter. Mais c'est vrai que historiquement, ça n'a jamais été un bon driver. Et c'est un peu ça le problème, presque, j'ai envie de dire. C'est que tu as l'impression qu'il a un corps de bodybuilder, mais il n'a pas le jeu de son profil. Et il n'a pas le jeu de son physique pour l'instant. Avec notamment, je trouve que c'est un athlète qui est très très peu fonctionnel à travers le contact, en fait. Il attaque pas le contact et pas que la finition, mais même pendant le drive. Il n'arrive pas à maintenir le dribble en vie avec du contact. Le décollage à partir de 1 ou 2 appuis est pas génial en termes de verticalité, de fin de pénétration, etc. Donc, en fait, il a toujours été dans les bas-fonds de NBA au niveau de la finition au cercle, malheureusement. Là, encore une fois, je répète, c'est un peu pas un prétexte, hein. J'utilise comme ça comme prétexte parce que c'est pas une vraie saison, etc. C'est 30 matchs, c'est retour de blessure. Mais c'est aussi pour dire que c'est un point que je continuerai à observer parce que j'aimerais bien qu'un jour il puisse un peu décoller au sens figuré mais aussi littéral, hein. Il puisse un peu plus décoller à la fin de ses drives et au niveau de l'efficacité sur pénétration. Mais en même temps, je sais pas ce que tu en penses, mais il s'est aussi, je trouve, je vais pas dire réinventé, mais il s'est retrouvé aussi dans un rôle parfois de un peu plus role-player défensif dans lequel il a quand même été très cool sur la fin d'année, quoi.
Alors, moi, j'avoue, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses sur Scoot Anderson. Ouais. Néanmoins, ce que j'en ai vu, parce que j'en ai pas vu grand-chose, mais ce que j'ai vu en playoff, je l'ai trouvé plutôt bon dans un rôle qui est pas celui sur lequel on attendait de le voir, notamment parce que défensivement, il était bon et parce que il arrivait à scorer, même si il scorait pas comme tu imaginais que Scoot Anderson irait scorer. Euh, Maintenant, moi, en fait, ma question, c'est, enfin, tu dis, par exemple, il a pas mal de problèmes sur drive, mais c'était quoi son profil, du coup, quand il arrive en NBA? Parce que moi, tu sais, je suis pas du tout le basket avant que les joueurs arrivent en NBA. Et c'est vrai que dans ma tête, c'était un joueur qui, justement, par son physique, est extrêmement tourné vers le drive. Oui. Oui, mais c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est que. Mais après, il venait aussi d'un. Comment il s'appelle, l'écosystème de D-League, tu sais, la Oui, D-League ouais. Ignite ou je sais pas quoi. Donc bon, peut-être plus difficile à juger aussi, mais non, mais moi c'est une de mes marottes depuis 2-3 ans. Mais les mecs, moi je l'avais pas scouté personnellement à l'époque. Je me suis pas tapé des matchs de D-League, etc. Mais non, mais moi j'étais une de mes marottes de dire, mais les mecs du scouting, qu'est-ce que vous avez fait là? Comment est-ce qu'on a pu projeter aussi haut un mec qui était donc un peu, notamment driver? Alors que ce qu'on voit en NBA, c'est un mec qui a quand même de grosses carences biomécaniques sur le drive. Et bon, après, on espère que ça peut venir parce que je me demande aussi à quel point est-ce que un dribble de meilleure qualité peut pas aussi un peu aider à déverrouiller certains aspects de drive de ce point de vue-là. Et l'autre intérêt, c'est quand même que le profil, c'était meneur athlétique, qui a du passing au-dessus de la moyenne, largement, et aussi un peu de promesse au shoot, tu vois, au niveau toucher de balle et shoot. Et ça, c'est vrai que c'est quand même ce qu'on a un peu plus vu depuis quelques temps. Je crois qu'il fait un match en playoff à 25 31, ou 30 points, non? Il me semble, 31, il me semble. cette année, ouais. Mais voilà, la saison, on peut pas trop la juger, si ce n'est que dans ce rôle défensif qu'il a eu par moment plus sobre, je l'ai quand même trouvé très cool. Et c'est aussi l'intérêt du profil, c'est que il est quand même athlétique, il est quand même grand, pas trop, mais quand même avec de très longs bras. Donc je pense que ce rôle-là, une fois qu'il s'y met dans une équipe défensive comme ça, il a montré qu'il y a au moins un niveau plancher qui est très intéressant de par cette défense, quoi. Clairement, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant dans ce rôle finalement de défenseur, mais après, quand tu as une structure défensive autour de toi, pareil, je pense que c'est un peu comme chez Sharpe. Quand tu as de bons défenseurs autour de toi, des athlètes quand même très au-dessus de la moyenne, forcément, ils arrivent à trouver un rôle. Et c'est le cas, je pense, pour les deux, autant Sharpe que Henderson. Les deux, je les ai trouvés effectivement meilleurs que ce que je projetais d'eux initialement, quoi. Ouais. Mais voilà, comme dit, on va pas trop parler de 30 matchs à peine, il n'y a pas non plus de grandes conclusions à en tirer de son cas, malheureusement. Et je crois que draft 2023, donc cet été, il pourra signer une prolongation de contrat de manière anticipée, qui ne prendra effet que pour 2028. Mais je pense que dans son cas, on va peut-être attendre. On va peut-être attendre l'été prochain, on verra bien. En tout cas, voilà pour ma 5e stat du jour. On a fini, on a fait nos 5 stats chacun, mais on est en fin de podcast. Est-ce qu'il te reste quand même des stats ou des joueurs dont on n'a pas encore abordé le cas, mais dont tu voulais un peu discuter? Alors moi, c'est pareil, c'est plus un joueur sur lequel j'ai des questions que vraiment des réponses, mais j'avais 10,5. Ouais. Alors, c'est l'usage de Chris Murray. Vu que c'est le jumeau d'un joueur qui quand même a eu un rôle assez important en NBA très tôt, moi je suis assez étonné de le voir à ce point, on va dire, effacé offensivement. Et en fait, je sais pas si c'est parce qu'il a un profil très différent en fait de celui de son frère, ou si c'est parce que en fait il est réduit à un rôle défensif en fait dans cette équipe de Portland. Mais Ouais. j'étais assez étonné parce que j'imagine une projection un peu plus élevée de sa part, quoi. J'ai l'impression que, d'après ce que j'ai compris, il avait un peu moins le shoot que son frère. Mais après, quand tu me disais un mec qui décevait offensivement, je croyais que tu parlais de Keegan Murray, du coup, le jumeau, qui est un peu comme ça. C'est venu plus tard quand même, mais Oui. Mais non, blague à part, c'est vrai que moi, c'est quand même aussi une des satisfactions de l'année, pour moi. C'est qu'on a quand même un Keegan Murray qui a une place de rotation, alors que c'était pas forcément le cas auparavant. Pas autant une bonne place et pas dans des bonnes équipes. Tu vois, il jouait quand même pas mal aux Blazers en 2024, et bon, on s'en fout un peu des Blazers 24, quoi, qui étaient quand même assez mauvais. Mais là, tu vois, il fait quand même 20 minutes dans une équipe de play-off, 23 minutes dans une équipe de play-off, avec de bonnes séquences défensives. Et pour moi, ça a été un peu un joueur qui a émergé au cours de l'année pour cette défense d'aile de qualité, au point même où j'étais presque déçu lorsqu'ils font le trade et qu'ils récupèrent Vit Krejci de Atlanta. Moi, j'adore Krejci pour le côté connecteur, le côté passing, le côté 3 points aussi. Et Splitter l'a pas trop fait jouer. J'ai pas trop compris pourquoi il a pas fait jouer Krejci, mais c'est peut-être aussi parce qu'il aimait à ce point Chris Murray. Donc voilà, c'est un mec qui 23e pick, tu vois, on n'avait pas les mêmes attentes que Keegan Murray qui était top 5 ou top 6, je sais plus. Mais clairement, c'est un genre de rotation, je pense, aujourd'hui en NBA, qui a été échangé à Memphis, du coup, dans le trade de Ja Morant. Mais ça a été une des satisfactions de l'année pour moi, assez nettement.
Ok. Parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression que en toutes circonstances, ils vont chercher plutôt les profils défensifs qu'offensifs. Ils ont un peu ce truc de Thunder, du Thunder il y a encore un an ou deux, où t'as l'impression que si t'es un attaquant à compromis, on va plutôt prendre le bon défenseur à compromis. Et j'ai vraiment l'impression que Chris Murray, mais c'est pas le seul dans cette équipe, il est un peu dans ce cas-là où on te fait jouer, même si tu vas jouer un rôle très réduit Ouais. en attaque. Mais je me demande en fait justement ce genre de joueurs s'ils peuvent vraiment à un moment donné grimper dans une rotation, on va dire, d'une bonne équipe ou s'ils vont toujours être plafonnés, quoi. Bah, le problème chez lui, c'est qu'il n'y a pas le shoot du tout. En tout cas, en Ouais, carrière en c'est ça, NBA, ouais. pour l'instant, on est sur du 26% à 3 points, sur un volume qui est faible, mais tout de même, quoi. Donc c'est vrai que sans le shoot, ça ne pourrait rester qu'un mec qui fait 20-25 minutes dans des bonnes équipes, mais pour la défense, quoi. Là où son frère a un shoot, donc il peut prétendre à beaucoup plus. Mais effectivement, c'est un peu le. Il y a peut-être un plafond, comme tu dis. Après, comment dire, la faiblesse a été un peu cachée cette année chez lui, comme pour d'autres, hein, mais pour l'aspect de rebond offensif, tu vois. C'est un mec à qui on demandait pas mal d'attaquer le rebond offensif, et il l'a fait plutôt pas mal. Je crois qu'il a 1,6 rebond offensif par match en à peine 23 minutes. Donc voilà, il participait un peu à cet effort de le profil crash and finish, comme j'aime bien appeler, de défense et de ramasse-miettes, rebond offensif, crash the offensive board, etc. Mais bon, c'est pas non plus une méga réussite, hein. C'est quand même un mec drafté premier tour et qui émerge enfin sur un rôle limité. Mais voilà, je pense que c'est un joueur NBA. Et j'aimerais bien on le regardera l'an prochain à Memphis, je pense. J'avais aussi noté, moi, le 86 de True Shooting Plus de Caleb Love. Ce qui est pas très bon, hein. C'est pas beaucoup, hein, Caleb Love, hein, d'être à ce point Ouais. inefficace. Donc, True Shooting Plus, encore une fois, efficacité relative à la moyenne, il est 14% plus bas que la moyenne NBA en termes d'efficacité. Et c'est vrai que c'est un peu. Tout le monde n'a peut-être pas ça en tête parce que c'est vrai que ça a été une des bonnes surprises de la saison, parce que c'est un mec qui venait de nulle part, qui était pas drafté, même, pas du tout, undrafted, et finalement il joue 20 minutes chez ses Blazers. Après voilà, c'était un ancien très bon lycéen, 13e meilleur lycéen en 2020, tu vois, mais qui plutôt que faire one and done, il était resté quelques années à North Carolina. Et le problème, c'est un scoreur, mais c'est un scoreur qui a pas été hyper efficace cette année. Je pense que c'est le minimum qu'on peut dire. Ça manque un peu d'explosivité, je trouve. C'est un mec en arrière grand et qui a très long bras, mais un peu manque de vivacité, d'explosivité. Et surtout, le point clé pour moi, c'est le shoot. Et le shoot est pas trop là. Et je sais pas à quel point est-ce que le shoot pourra venir ou pas. Je veux dire, tu vois, s'il avait eu un shoot, je pense qu'il aurait été drafté, vu ses mensurations physico-athlétiques. Il a même fait 5 ans de fac, parce que tu sais, comme il y a eu le Covid, il a eu le droit à une 5e année supplémentaire. Et en 5 ans de fac, 32% à 3 points sur un échantillon de 1200 tentatives. Donc voilà, c'est la question pour moi, c'est est-ce que le 3 points peut venir ou pas. Après, si ça vient pas, ce sera un mec en sortie de banc qui fait un peu de la création handball, pas inintéressante, mais pas hyper intéressante non plus. Mais c'était une des bonnes surprises de l'année. Je sais pas si t'as un avis sur lui ou pas, Caleb Love, qui est parti au Sixers, je crois. Pas spécialement, mais c'est toujours ce truc en fait où je me dis, en fait c'est le genre de besoin des fois que tu as dans des équipes un peu bas de tableau qui vont manquer un peu de capacité de création, notamment en rotation. Mais c'est vrai que j'ai du mal à voir ce type de profil avec des défauts aussi évidents et qui sont des joueurs de rotation et qui t'obligent finalement à t'adapter autour d'eux, à vraiment, vraiment avoir carrière en fait sur le moyen long terme, quoi. Et je t'avoue que, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est parti chez les Sixers. Donc, toute l'affaire de Caleb Love qui a pas été payé, qui a pas été joué en playoff parce que le propriétaire voulait pas faire payer les two-way contracts ou les faire voyager. Non, j'en ai marre d'un propriétaire radin. Allez, je pars aux Sixers. Bon. Ouais. Ça, c'était un peu drôle, le pauvre Caleb Love. Non, mais je comprends, tu vois, que les Blazers aient fait le choix de plutôt garder Blake Wesley, qui lui est beaucoup moins aspect création, en tout cas pas en NBA. Mais Blake Wesley, l'ancien choix de draft des Spurs il y a quelques années, du premier tour, je crois qu'il avait un peu de création à l'époque de la draft, si je dis pas de bêtises. Il a fait une année à Notre-Dame, mais voilà. C'est plutôt un profil, lui, 3&D classique, hein, Blake Wesley, qui n'a pas le shoot non plus, qui n'a pas le 3 points, mais qui a une défense de premier ado qui, à mon avis, est beaucoup plus bien meilleure. Alors, là encore, que 31 matchs, mais j'avais vraiment été très charmé par le début de saison défensif de Wesley, que j'aime pas mal depuis les Spurs, je dois dire. Je suis un peu un défenseur de Wesley. Pourquoi? Je ne sais pas. Dire aussi que Ty Bull est revenu, 30 matchs, voilà, mais pas beaucoup plus à dire, hein. C'est le Ty Bull C'est d'habitude. toujours impressionnant quand même. Enfin, défensivement, c'est quand même toujours assez impressionnant la capacité qu'il a à générer des pertes de balles. Lui, pour le coup, il a manqué 52 matchs, mais quand il est là, c'est exactement le même joueur. Alors bon, pas que ça va servir vraiment les intérêts de Portland l'année prochaine, mais je trouve quand même
moins rapide et moins fluide et moins qu'au début. Mais après, il y a eu pas mal de blessures, hein, tu vois, mais je trouve que la version des Sixers, c'était quand même beaucoup plus, je vais pas dire explosive, mais un peu plus mobile quand même. Donc, mais bon, il est quand même revenu faire ses minutes de rotation. Non, on n'a pas parlé de Sidi Sissoko, qui, j'avais pas grand chose à dire de plus, hein, si ce n'est que il s'impose quand même dans une équipe, lui aussi NBA, enfin, drafté par les Spurs il y a quelques temps. Et donc, à 21 ans, il fait sa première année à 75 matchs, 20 minutes par match dans une équipe défensive. Il a notamment aussi pour la défense, hein, pour le coup. Le 3 points est pas trop rentré, mais il a pour la défense un peu intérieure. Donc voilà, il fallait quand même mentionner aussi Sissoko qui s'est fait sa place et je ne sais pas où il en est contractuellement d'ailleurs. Il est encore sous contrat pour l'an prochain. Donc voilà, le français Sissoko. Est-ce que tu avais d'autres billes où on peut s'arrêter là, Jérémy? Non, bah là tu les as tous mentionnés. J'avais Magista et Bulle l'an dernier, mais voilà, je pense que là on a fait le tour de tout ce que j'avais. Mais moi du coup, par contre, on en a parlé, mais t'as pas donné ton avis. Mais tu penses quoi du coup toi de leur intersaison par rapport aux besoins qu'ils avaient? Tu trouves ça cohérent l'arrivée de Ja Morant ou t'as l'air plus chaud sur Damian Lillard au final? Non, moi je suis très chaud enfin très chaud. Moi, j'ai pas l'impression d'être chaud sur Ja Morant. Moi, je suis à la valeur où je pense qu'elle est la bonne, mais de facto, je suis un peu plus haut que la moyenne sur que le consensus collectif sur Ja Morant. Je pense qu'on en fait beaucoup sur l'aspect de ce sera plus du tout un joueur NBA, tu vois. Et un truc que j'ai entendu, non mais c'est pas possible, il est trop blessé ou les affaires extrasportives, etc. Moi, je pense qu'il a fait une saison blanche en 24 parce que blessé, ok, et que là, il a pas joué parce que Memphis tankait. Et surtout, moi, je pense qu'à ce prix-là, tu le fais tous les jours. Mais moi, les doutes que j'aurais plus que toi, c'est sur la défense, en fait. Sur le backcourt défensif, Lillard et Ja Morant, plus que sur l'attaque où je pense qu'en attaque, chacun peut un peu trouver ses ballons et il n'y aura pas de problème. Mais le duo défensif m'inquiète plus. Tu vois, s'il y avait que Lillard qui revenait et qui était le seul maillon faible défensif, ça m'aurait plu. Là, Ja Morant et Lillard, est-ce que c'est viable vraiment? Je me questionne un peu plus de ce point de vue-là, quoi, tu vois. Ah oui, moi j'ai l'impression qu'ils font quand même un gros pari sur côté talent et que du coup le pari il est quand même plutôt côté Ja Morant parce que Damian Lillard était déjà là au moment où ils font le trade. Et moi, où je suis plus inquiet, c'est à quel point ils vont être loyaux envers Damian Lillard et pas Ouais. le couper incessamment sous peu s'ils voient que Ja Morant revient bien, quoi. Ah non, non, je pense que ça, ils le feront pas. Ils le feront pas du tout. Déjà parce que t'as pas d'assurance sur l'état de santé. Enfin, si les deux sont tellement bons qu'ils réclament beaucoup de ballons et que c'est un problème, c'est un excellent problème à avoir, tu vois. Ça veut dire que Oui, Lillard est revenu à... La réalité, enfin, moi je suis d'accord Oui, avec oui, toi, bien sûr. défensivement c'est pas tenable. Et surtout que, vu la saison qu'a fait Jrue Holiday, c'est à peu près sûr que Jrue Holiday va démarrer, quoi. Donc, Oui, mais je veux dire, tu vois, je pense que si en cours de saison 2027, tu es devant le problème de mince, oui, on a oui, absolument besoin de faire jouer Ja Morant et Lillard et ils jouent tellement qu'on a des minutes où les deux doivent exister ensemble sur le terrain défensivement. En un sens, c'est presque un bon problème à avoir parce que ça voudra dire que les deux auront quand même bien rebondi par rapport à ce côté pari et risque. Mais non, l'autre aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est effectivement le nouveau propriétaire. Quand on fait un peu le bilan, on est un peu obligé d'en parler. Et c'est vrai que ils ont quand même perdu un coach parce que le nouveau propriétaire voulait pas payer plein de trucs. Alors bon, et des fois je trouve que c'est un peu exagéré sur. Il y a des trucs que les gens se plaignent. Il a pas voulu payer pour les machines de snack ou je sais pas quoi. Bon. Non. Après, il y a des trucs un peu plus, un peu plus problématiques, je trouve. Non, je vais pas payer mon coach NBA plus de 1 an de contrat et même pas plus d'1 million. Et en un sens, tu vois, j'adore Mikanori. Je crois que tu le connais bien. Il t'a botté les fesses en playoff 2-3 fois, Mikanori, assistant des Wolves. Mais non, mais c'est cool qu'il a enfin un poste en NBA. Ça a l'air en plus d'être un personnage très cool. Mais je pense que le syndicat des coachs n'a pas dû être content que quelqu'un accepte ce job-là, parce que du coup, ça crée un précédent et ainsi de suite. Mais tu vois, je suis un peu partagé là-dessus de quel est un peu le futur des Blazers à Portland. Alors, est-ce qu'on va jusqu'à imaginer que le propriétaire va carrément faire changer la franchise de ville? On sait qu'il est en conflit là, avec la ville pour avoir une nouvelle arène ou pas. J'ai entendu aussi, je crois que c'est Bill Simmons qui disait à quel point, est-ce que c'est pas juste plutôt que racheter pour 8 milliards une nouvelle franchise dans l'expansion, j'achète les Blazers pour 4 milliards et puis je les fais déménager, tu vois? Est-ce que c'est possible, une manigance comme ça, ou est-ce qu'on est juste sur un conflit avec la ville pour que la ville paye les nouvelles arènes et on va rester à Portland? Enfin, c'est pas très rassurant ce côté nouveau propriétaire qui veut dépenser sur rien, quoi, tu vois. ouais, moi je suis d'accord et je trouve que le point le plus effrayant c'est le coach parce que, enfin, autant tu vois des fois je suis pas forcément fan des franchises qui s'engagent avec des coachs pour 4 ans alors que le mec vient d'être viré de quelque part et pour des bonnes raisons, et tu te dis bah ouais c'est un peu ridicule d'aller chercher avec des ponts en or des coachs un peu référencés.
alors que ils sont pas forcément performants depuis un certain temps. Je pense par exemple à Doc Rivers. Mais après, engager quelqu'un sur 1 an comme ça fait vraiment siège éjectable et ça crée pas un état de sérénité. Ouais. Et vu que c'est pas que sur ce poste-là de coach que ça se ressent, effectivement, si tu es fan de la franchise, tu te dis ok, mais si en fait l'effectif devient compétitif à un moment donné, à quel point on va être plafonné par le fait qu'ils veulent pas aller jusqu'aux premières ou secondes Tapron avec Future Tax, etc. C'est ça. Ouais. Et effectivement, ils en sont loin de cette situation-là, mais c'est clair que sur le long terme, c'est pas hyper engageant, quoi. Ils en sont loin et pas si loin que ça, parce que non, mais en effet, le contrat du coach ou le fait c'est quoi, s'ils voulaient pas payer les dépassements à l'hôtel des joueurs, si les joueurs quittaient la chambre d'hôtel à 15h plutôt qu'à 11h, non, c'est eux qui payaient, bon, des trucs comme ça un peu ridicules en effet. Ouais. Mais pour le coup, le fait d'être à ce point radin, tu te dis, mais ça veut dire que même s'il y a une bonne équipe et donc une possibilité d'être une très bonne équipe en payant la luxury tax, on suppose que ça, il le fera pas. Tu vois, s'il en est à faire des comptes d'apothicaire sur pas payer, je sais pas combien c'est, 200 balles la chambre, ou je sais pas combien je pense pas qu'est-ce qu'il va payer 30 millions en luxury tax pour que l'équipe devienne candidat au titre. Je ne sais pas. Et tu vois, tu te dis, on n'est pas si loin. Oh, pardon, on est loin de ce problème-là. Est-ce que vraiment on est loin de ce problème-là ou pas? Parce que Ja Morant a 2 ans de contrat. Mais donc peut-être il y a une prolongation qui va devoir tomber l'été prochain ou avant, je sais pas, donc si ça marche. Hein. Et Deni Avdija est peut-être un des meilleurs contrats de NBA parce qu'il avait prolongé Wizards avant son explosion, 13 millions l'année. Tous les chiffres qu'on a dit, tu sais, meilleur créateur de drive, etc., 13 millions l'année. Et lui aussi, il va avoir un plus gros contrat. Et pareil, Klingan, contrat rookie, mais dans le même temps que Avdija prendre un nouveau contrat, lui aussi. En vrai, ça peut vite arriver à une masse salariale qui va gonfler. Donc ouais, vas-y. Tu peux vite arriver à cette situation-là, mais moi je parlais dans le cas où tu as une équipe qui est très bonne / prétendante au titre, et bon, moi je suis pas un très grand optimiste sur la situation de Portland et notamment sur Ja Morant, donc j'estime qu'ils en sont pas dans une situation où s'ils cassent l'effectif, ce sera un déchirement pour les fans, quoi. Je comprends de ce point de vue-là, je peux l'entendre. On a parlé de tout le monde, je pense qu'on peut conclure ce bilan en effet sur ce nouveau propriétaire qu'on surveillera quand même du coin de l'œil, mine de rien. C'est quand même, il va se passer des choses en NBA au niveau du paysage NBA, je pense. Mais non, mais en plus, ce qui est étonnant, je sais pas ce que t'en penses, c'est t'as l'impression que le mec vient d'arriver, il achète une franchise alors qu'en fait il n'est pas intéressé par la franchise, et nous en tant que fan extérieur qui peut-être on comprend pas tout, mais on a un côté, mais pourquoi est-ce que Dan Silver ou les autres propriétaires laissent faire ça? Et bon, c'est quand même plus complexe que ça, mais c'est étonnant, le mec qui arrive et qui rachète une franchise pour finalement rien dépenser. Tu dis mais pourquoi l'avoir acheté, quoi, tu vois? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on a été quand même habitué à avoir des propriétaires qui arrivaient, qui étaient très ambitieux, même si c'était des fois pas de la bonne manière. On a eu le cas du proprio des Suns, par exemple, il y a 2-3 ans, qui était arrivé. Alors lui, il voulait dépenser, mais il faisait un peu n'importe quoi. On a eu la période où il y avait les Steve Ballmer, etc., donc qui arrivaient avec des grandes ambitions. C'est vrai que là, avoir un propriétaire qui arrive et qui voit vraiment pas ça pour le côté basket, mais juste parce que c'est un placement rentable. Ouais, je trouve que c'est pas terrible déjà pour la franchise, mais même pour la NBA au global. Et déjà que la NBA, elle est un peu sous le joug d'un CBA qui est quand même, je pense, un des pires qu'on a eu sur les 20 dernières années, notamment avec cette question d'Apron. Ouais, ça envoie pas non plus un super message, je trouve, aux fans, quoi. Je suis d'accord. Donc voilà pour ce bilan des Portland Trail Blazers 2026. On verra où ils en seront en 2027 avec leur pari en termes de coach et de joueurs. En tout cas, merci beaucoup Jérémy d'être repassé sur le basket là pour ce bilan. Ah bah écoute, avec plaisir, même si on a eu des petites galères en début de podcast. Avec plaisir, et puis écoute, on se retrouve pour un ou des prochains épisodes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour le bilan des Portland Trail Blazers cette fois-ci, avec, comme on a un peu dit, le côté défense assez surprenant pour le coup. Et on attend peut-être l'étape d'après, même si à la fois il y a des signes positifs comme le trade pour Ja Morant, le retour de Lillard, et je pense que voilà, sportivement ça peut être cool. Mais de l'autre côté, presque la problématique principale de la franchise, c'est quid de ce propriétaire et quid du futur. Et même s'il veut rester à Portland, est-ce qu'il voudra le faire mais en dépensant beaucoup? Est-ce qu'il voudra payer la taxe? Donc bon, c'est vrai que c'est un peu... Aujourd'hui, je pense que les interrogations des fans de Portland sont même au-delà du côté sportif, c'est presque ce qui se passe autour et au-dessus de ce niveau-là. Donc bref, on verra bien ça pour le coup. En tout cas, de notre côté, nous on va se retrouver demain pour un prochain bilan, évidemment. Demain, ce sera le bilan des Toronto Raptors.
Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Jérémy d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.